Soir au sein d'Attaque Vendée d'accueillir Olivier Herchild pour cette conférence débat sur les GAFA et puis les algorithmes. C'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis quelque temps. Et puis, c'est en début d'année, j'ai lu un livre qui s'appelle L'Homme nu. On avait déjà eu effectivement une certaine inquiétude quand on voyait la puissance des algorithmes, mais c'était présenté souvent dans une volonté de traçabilité commerciale, ces algorithmes. Et puis petit à petit, on a parlé de la prédiction grâce à ces algorithmes. Et puis là, ce livre a été pour moi une forme de révélation, je vous le conseille d'ailleurs, avec le livre d'Olivier bien sûr. Puisque en fait, il retrace l'objectif, la volonté de ces géants du net. Et ma foi, ce qu'il révèle est fort inquiétant. Donc ce soir, c'est une réunion d'information sur ce thème. Olivier, je pense, va nous présenter ça en détail, quoi. Quel est leur pouvoir actuellement et quels sont leurs objectifs au final. Et puis, on va peut-être aussi pas être dans le morose complet, on va peut-être parler un peu des alternatives, des possibilités de contrer ce qui se passe. Ça va pas être facile, mais l'essentiel, déjà, c'est d'être informé. Donc je vais passer la parole à Olivier qui va se présenter, je pense que c'est le mieux. Merci. Donc bonsoir tout le monde, merci à Stéphane et à Attaque Vendée pour l'invitation. Alors, s'il y en a qui étaient venus ce soir pour repartir avec un livre, il va d'abord falloir que je vous présente mes excuses, puisque ça c'est la photo que m'a envoyé mon éditeur ce matin, puisqu'il a été sortir le livre, il a été chercher le livre chez l'imprimeur tout chaud, sauf que c'est à Paris et que du coup pour l'avoir à La Roche ce soir c'était un petit peu compliqué. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, je vous expliquerai à la fin, je ferai ce sera la dimension commerciale de cette soirée, mais ce sera la seule. Les offres qu'on peut vous faire pour acquérir ce bel ouvrage. Voilà, donc l'idée c'était ce soir de vous raconter un petit peu le contenu de ce livre et d'essayer de voir effectivement, donc ça s'appelle l'appétit des géants, donc les géants c'est ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon. Mais c'est aussi ce qu'on appelle maintenant les NATU. Alors NATU pour Netflix, Airbnb, donc Netflix les films, Airbnb les locations d'appartements, Tesla qui est cette grosse société qui fabrique notamment des voitures, qui est en pointe sur ce qu'on appelle les voitures autonomes et puis qui fait aussi tout à fait autre chose, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Elon Musk, qui est un personnage de la Silicon Valley, qui a plein de projets pour aller conquérir la Lune, Mars, etc. Voilà. Donc un personnage assez étonnant. Donc Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, NATU, qui est la société donc bien connue de taxi. Donc qu'est-ce que veulent ces sociétés commerciales-là et comment progressivement, c'est un petit peu la thèse du livre, elles sont en train, c'est bien parce que je parle avec un fond d'accordéon derrière, j'espère que vous appréciez la coloration musicale. Ce que veulent ces sociétés et comment elles sont en train petit à petit de se substituer en fait au rôle de l'État, c'est-à-dire dans des domaines régaliens, la santé, l'éducation, le transport et plein d'autres. Progressivement, elles occupent une place que l'État a renoncé à occuper ou qu'il occupait mal, et donc ça va changer un certain nombre effectivement de choses dans nos vies concrètes. Alors juste avant de démarrer, je voulais vous donner un petit mot, enfin vous dire un petit mot sur mon éditeur, parce que s'il n'arrive pas à fournir des bouquins à l'heure, il a quand même des particularités sur lesquelles je voulais attirer votre attention. C'est un éditeur un petit peu militant, ils ont un petit catalogue, ça s'appelle C&F Édition, pour Cigales et Fourmis Édition. Et ils ont développé une idée qu'ils appellent la licence édition équitable. Vous savez que dans le monde de l'édition, en général, à la fin, sur le prix de vente d'un livre, à l'auteur, il lui reste 2, 3%, 6% quand c'est une rockstar ou que c'est Amélie Nothomb, mais rarement plus. Et donc là, l'idée chez cet éditeur, c'est de rééquilibrer un petit peu la part de l'auteur et surtout
quand ils fabriquent des livres numériques, parce que ce bouquin, il coûte 20 € en papier, mais il coûte 9 € en numérique. Et quand vous achetez un livre numérique, souvent, vous êtes empêché de faire plein de choses, parce que vous avez ce qu'on appelle dessus des DRM. Là, on est déjà dans le sujet, c'est-à-dire des systèmes de gestion des droits qui font que si vous l'achetez chez Amazon, vous pouvez le lire que sur des machines, des liseuses que vous avez aussi achetées chez Amazon. Puis vous ne pouvez pas le prêter, même si vous l'avez acheté chez Amazon, à plus de 2 ou 3 personnes, parce qu'après ça se bloque. Il faut le repayer. Donc c'est un petit peu embêtant. Et du coup, cet éditeur-là, dans tous les livres numériques qu'il développe, il met pas de DRM. C'est-à-dire vous achetez le bouquin une bonne fois et c'est comme un livre papier, vous en faites après ce que vous voulez. Voilà, donc cet éditeur c'est ça, et puis accessoirement, parce que je suis très mauvais commercial, donc je vais surtout parler des bouquins des autres, mais si les questions et si le sujet du numérique vous intéresse, vous avez chez cet éditeur en papier et en numérique plein d'ouvrages intéressants sur... alors là on voit pas très bien, mais il y en a un qui s'appelle ici en haut la surveillance 2.2/ de Tristan Nitto, et qui est centré sur toutes les questions qu'on abordera aussi sûrement ce soir un petit peu, mais qui ont trait à la surveillance. Comment ces grandes sociétés nous surveillent, et surtout concrètement, au quotidien, qu'on soit fort en informatique ou pas du tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ces logiques de surveillance. Voilà, puis il y a d'autres bouquins, un bouquin de Xavier Delaporte que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est chroniqueur sur France Culture, qui fait des chroniques sur le numérique, et toutes ces chroniques ont été réunies dans des bouquins. Voilà, puis il y a plein d'autres livres sur l'éducation à la citoyenneté du numérique. S'il y en a qui s'intéressent à l'histoire d'Internet et qui veulent comprendre pourquoi cet outil, qui peut apparaître parfois ultra-capitaliste, a quand même été inventé par des hippies à la fin des années 70, vous avez ce formidable livre là qui s'appelle... Le cercle démocratique de Fred Turner. Voilà, puis plein d'autres choses. S'il y en a qui ont des adolescents, vous avez celui-là qui est pas mal, Grandir connecté, qui va vous expliquer pourquoi ils passent du temps sur leur portable, pourquoi c'est pas si grave que ça, et pourquoi ça n'empêche pas quand même d'être un petit peu vigilant là-dessus. Alors, ce livre, il sort aujourd'hui, du coup, et effectivement, il est quand même un petit peu dans l'actualité, même s'il a été fabriqué il y a longtemps, puisque aujourd'hui, là, je vous ai mis 3 exemples, 3 articles. Le premier, ici en bas, 13 mai, c'est un article du New York Times qui s'alarme un petit peu de la mainmise que Google a sur le système éducatif dans sa globalité aux États-Unis, du primaire à l'université. Le deuxième article ici, toujours dans le New York Times, daté du 17 mai, c'est un article qui pose la question, qui dit c'est Google et plus les États, plus les gouvernements qui sont en train de fabriquer pas simplement les technologies du futur, mais les infrastructures médicales, assurantielles, de transport du futur. Et ça pose un souci, puisque, a priori, quand l'État abandonne ce genre de compétences derrière, et qu'une société commerciale s'en empare, on ne peut pas avoir par rapport à elle les mêmes exigences que par rapport à un État. Et puis la dernier article qui m'a semblé cohérent avec ce que je vais vous raconter ce soir, c'est un article qui est paru aujourd'hui, on est le 20 je crois, je ne sais plus, ou hier, sur le nouveau secrétaire d'État du numérique du nouveau président, donc Mounir Mahjoubi, qui annonce qu'on va vers un État plateforme. Voilà, donc dans ce livre-là, en fait, moi je traite la question de ces GAFA comme autant de plateformes. Et avant d'entrer dans le détail et dans le vif du sujet, par rapport à ces enjeux-là, il y a un positionnement qui est où il faut choisir. C'est-à-dire, soit au départ, on dit tout ce qui vient du numérique, c'est d'abord un outil d'asservissement, d'exploitation, c'est une entorse faite à nos libertés, puisqu'on se sert de ça pour nous surveiller, et donc on est dans une posture qui est celle d'un certain nombre d'auteurs. Là, j'en ai mis 2. Il y a Éric Sadin, qui est un philosophe, qui écrit beaucoup sur ce qu'il appelle la siliconisation du monde, et qui est vraiment dans une critique systématique et un petit peu catastrophiste du numérique. Tout est mauvais, tout est à jeter, on veut juste notre mal, on veut juste nous espionner. Ça, c'est une posture qui est aussi celle d'un philosophe qui s'appelle Alain Finkielkraut. Et puis à côté de ça, il y a la posture opposée, il y a les techno-enthousiastes, ceux qui expliquent que le numérique va nous sauver. Ça porte même un nom. Aux États-Unis, ils ont appelé ça le solutionnisme, c'est-à-dire le numérique a une solution à tout. Un problème, une application, vous appuyez sur un bouton et le problème est réglé. Et puis dans ce grand écart, tout contre ou tout pour,
il y a une ligne où j'essaye de me situer, qui est un petit point d'équilibre, et qui dit que moi j'aime bien le numérique globalement, je trouve que c'est des outils formidables, mais qu'effectivement quand on aime bien ces outils, il faut aussi être capable de signaler ce qui dysfonctionne. Donc ça c'est ce que j'essaye de faire. Et puis surtout, l'intérêt de ce questionnement, c'est d'essayer de combattre le premier problème, qui est le problème de l'opacité. Le fait que derrière la logique de Facebook, derrière la logique de Google, rien n'est public. L'algorithme de Google, l'algorithme de Facebook, on ne sait pas concrètement comment ça marche. Alors on en a une vague idée, évidemment, et heureusement, mais dans le détail, et ce qui devient problématique, c'est que même les ingénieurs eux-mêmes, les gens qui développent ces algorithmes-là chez Google et Facebook, sont incapables, à eux seuls, de rendre compte de la totalité de la complexité du fonctionnement algorithmique. C'est un petit peu comme ces codes ou ces puzzles où chacun a une petite pièce du puzzle, mais personne, à part peut-être, et encore le big boss Mark Zuckerberg, n'a de visibilité d'ensemble. Donc l'idée derrière, c'est qu'il faut à tout prix se bagarrer pour essayer de remettre de la transparence sur cette opacité, pour donner des outils à la société civile, aux gens, à nous tout simplement, pour essayer de mieux comprendre tout ça et éventuellement de poser les bonnes questions ou d'avoir une petite lumière qui s'allume quand on a l'impression que les choses partent un peu en vrille. Donc, au centre de ce livre, il y a la question finalement des plateformes. Ces sociétés, elles fonctionnent comme des plateformes. Alors une plateforme, c'est une infrastructure sur laquelle on va accrocher un certain nombre de services. Google, au départ, c'était un moteur de recherche. Et puis c'est devenu une régie publicitaire. La totalité des revenus de Google aujourd'hui, 80% de son chiffre d'affaires, ça vient de sa régie publicitaire. Donc si on essaye de décrire l'activité économique de Google, c'est pas un moteur de recherche, c'est une régie publicitaire. Mais cette régie publicitaire, cette plateforme, elle agrège des services de vidéo, puisque Google a racheté YouTube. Elle agrège des services de publication en ligne, puisqu'il y a plein d'outils qui permettent de créer des blogs et qui ont été rachetés par Google. Elles permettent de faire plein de choses. Facebook, c'est un petit peu la même chose, puisque Facebook, ils ont racheté Instagram, qui permet de poster des photos, etc. Et quand on passe à des plateformes, la première image qui vient, normalement, c'est celle des plateformes pétrolières, où effectivement on va forer en mer, et puis on va essayer de chercher, d'extraire de la matière, des ressources naturelles, de la matière première. Et là, ce que ces sociétés cherchent, ce qu'elles exploitent avec leur puissance de frappe, ce sont nos données, c'est effectivement nos données personnelles. Alors elles les cherchent, très profond dans l'océan de tout ce qui est publié sur le web. Elle les raffine, parce que des données personnelles brutes, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc il faut arriver à les faire rentrer dans des systèmes pour les traduire en termes de publicité, par exemple, pour comprendre qu'est-ce qu'on affiche à qui. Et puis ensuite, donc, à partir de là, à partir du moment où on a ces données, où elles sont traitées, on peut les exploiter. Et éventuellement, on peut aussi spéculer sur ces données. L'autre force de ces sociétés, c'est qu'elles sont capables de créer un marché, de s'approprier la totalité d'une ressource naturelle. En gros, toutes nos données personnelles, elles sont plutôt chez Facebook. Il y en a évidemment un petit peu ailleurs, mais l'essentiel de ce qui nous définit dans notre activité en ligne, c'est chez Facebook. L'essentiel de nos recherches, de nos centres d'intérêt, c'est aussi chez Google. Et à partir du moment où on a ça, on est capable de spéculer là-dessus. Donc on a le marché, on a capté la ressource première et il reste plus qu'à organiser la spéculation pour gagner encore plus d'argent et pour satisfaire les actionnaires. Alors, ces plateformes se posent la question de savoir si est-ce qu'elles jouent à jeu égal avec des États. Il y avait une photo qui avait pas mal circulé où on voyait le jeune Mark Zuckerberg en jean et en chemise serrer la main de Barack Obama, à l'époque président des États-Unis, et on se disait finalement qui c'est le chef. Parce que Facebook, c'est 1,9 milliard d'utilisateurs. La population des États-Unis, j'ai plus mes chiffres en tête, mais 400, voilà, dans une fourchette. Quand Mark Zuckerberg décide quelque chose, quand il décide, alors c'est ça dont on va essayer de discuter, mais quand il décide par exemple que l'origine du monde de Courbet n'est pas une œuvre artistique, mais s'apparente à de la pornographie, parce qu'on voit le sexe d'une femme en gros plan, il y a 1,9 milliard de personnes qui ne peuvent plus partager l'origine du monde de Courbet, parce que c'est interdit sur Facebook. Quand Mark Zuckerberg, alors pas tout seul, décide qu'une photo de poitrine féminine sur laquelle on voit le téton, c'est de la pornographie,
diffuser des photos d'allaitement, des campagnes pour la promotion de l'allaitement sur Facebook, ça devient interdit. Diffuser, il y a eu ce cas-là, une association qui déploie une campagne de lutte contre le cancer du sein ne peut pas le faire sur Facebook au motif qu'on voit un téton et donc c'est considéré comme étant de la pornographie. Alors c'est pas que Mark Zuckerberg qui est responsable de ça. Culturellement, aux États-Unis, il y a effectivement un rapport au corps qui est différent. Mais le résultat, c'est que concrètement, la vie ou en tout cas la représentation de la société pour 1,9 milliard de personnes, ce qui est permis, ce qui est interdit, tout ça, ça change. Et ça change durablement. Donc, ces plateformes, elles produisent des normes sociales. Ces plateformes, ce sont aussi des États parce qu'elles disposent d'infrastructures industrielles qui, d'habitude, caractérisent aussi la puissance publique et la puissance de l'État. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de ce qu'on appelle des data centers, qui sont ces immenses centres où on stocke des données. Il n'y a rien qui ressemble plus à un data center qu'une centrale nucléaire. C'est-à-dire il y a ces deux immenses tours où il y a de la fumée blanche qui sort, parce qu'effectivement ça brasse tellement de consommation, ça chauffe tellement en termes de consommation électrique qu'il faut refroidir tout ça. C'est pour ça aussi que comme les centrales nucléaires, tous les data centers sont construits à proximité de lacs ou de grandes étendues d'eau. Donc il y a des grandes infrastructures, il y a des normes sociales qui sont produites, et puis il y a ces plateformes-là, elles ont des pouvoirs de justice et de police. C'est-à-dire que quand Facebook ou YouTube décident de supprimer une vidéo pour des motifs parfois louables, parce que c'est très violent, ou parce que c'est très violent, à aucun moment, cette plateforme ne fait intervenir un juge ou un officier de police. C'est un algorithme qui est réglé et qui décide que ça, c'est interdit. Donc ça, je l'enlève. Et ça, je ferme votre compte. Alors on peut se dire, évidemment, quand on est sur des vidéos sur lesquelles il y a, entre guillemets, un consensus moral, vidéos de pédopornographie, de torture, etc., évidemment, il n'y a aucun problème et on n'attend pas qu'il y ait une dénonciation à la police. Mais quand on est sur des choses plus compliquées, vidéos de promotion pour ou contre l'avortement, qu'est-ce qu'on fait? Si Facebook décide de retirer ces vidéos, qui est responsable, de quoi, devant qui, pour quel motif, quelle communauté est fâchée. Quand Facebook, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, décide de ne pas afficher la une de Charlie Hebdo avec la caricature de Riss de Tout est pardonné en Turquie, voilà, il décide que tous les Turcs, musulmans, pas musulmans, ne verront jamais cette une de Charlie Hebdo. Pourquoi? Parce que la veille, ils ont reçu un appel du gouvernement turc qui leur a dit, voilà, c'est pas compliqué, si cette photo passe chez nous, vous perdez le marché turc. On vous vire. Donc Facebook dit OK. Du coup, il n'y a aucun Turc qui sur Facebook, il y a heureusement d'autres médias d'information, mais sur Facebook en tout cas, aucun Turc n'a pu voir cette caricature. Voilà. Donc ça pose des vrais problèmes et des vrais soucis. Et puis, y compris sur des problèmes plus triviaux, entre guillemets, ou moins essentiels, mais en termes de droits d'auteur, par exemple, tous les jours, aujourd'hui, on est arrivé à un seuil où YouTube supprime davantage de vidéos qu'il n'en est déposé sur la plateforme, au nom du respect du droit d'auteur. Alors moi, le respect du droit d'auteur, je suis plutôt pour, parce que je suis auteur en plus. Mais le problème, c'est qu'on sait aussi que parmi ces millions d'heures de vidéos qui sont supprimées, il y en a au moins un tiers ou un quart où il n'est pas question de droit d'auteur. C'est simplement soit une erreur de l'algorithme qui s'est trompé, soit il a appliqué des règles de manière trop algorithmique, sans réfléchir, et du coup, il y a des choses qui ont été supprimées alors qu'elles ne devraient pas l'être. Voilà, donc ce qui est frappant, parce que moi ça fait 15 ans que j'essaye d'observer un petit peu ce qui se passe à l'échelle du numérique, c'est que en 15 ans, le web le média qu'on appelle le web a complètement changé de nature. C'est-à-dire que quand ça a été créé, quand ça a été inventé, le web, au début des années 90, il y a un texte qui avait beaucoup circulé qui s'appelait la Déclaration d'indépendance du cyberespace, et qui a fondé un petit peu la culture des pionniers d'Internet, c'est-à-dire peut-être vous, si vous étiez déjà sur ce qu'on appelle le web au début des années 90, entre 90 et 95. Et ce texte disait, Internet, c'est un espace hors de tout territoire physique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de loi,
il n'y a plus de droits d'auteur, il n'y a plus de différence de pays, de race, de religion. Chacun peut s'exprimer librement, personne ne peut être censuré pour ce qu'il dit, pour la couleur de sa peau, pour ses opinions, pour son origine. Et donc il y avait effectivement cette dimension utopique. Et en un petit peu moins de 20 ans, on a complètement basculé dans un truc qui reste encore formidable, parce qu'on peut faire quand même plein de choses avec ce machin qu'on appelle le web et ses plateformes, donc qui reste formidable, mais qui est essentiellement un monde de services qui est contrôlé par 4, 5, maximum 6 acteurs à l'échelle mondiale. Et donc le monsieur qui a inventé le web, Tim Berners-Lee, il a dit, il a très tôt tiré la sonnette d'alarme en disant attention, on est en train de passer du web considéré comme un espace public, au sens noble du terme, à un web qui est un espace où on aligne des jardins fermés. Il appelle ça des jardins fermés, c'est-à-dire on a l'impression qu'on est dans un espace public quand on est sur Facebook. En fait, on est chez quelqu'un. On est chez Mark Zuckerberg, on est dans sa plateforme. Je crois que j'ai plus de... Si, ça y est. On est dans sa plateforme et du coup, on doit respecter les règles que donne Mark Zuckerberg. Quand vous allez vous balader dehors, ici, vous êtes dans un espace public, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous mettre tout nu, vous n'avez pas le droit, parce qu'il y a une loi qui est votée par des gens qu'a priori vous avez aidés. Quand vous êtes chez Mark Zuckerberg, si Mark Zuckerberg décide que vous pouvez vous mettre tout nu, vous pouvez. Et vous ne serez pas hors la loi parce que vous êtes chez lui. Mais Mark Zuckerberg, il décide donc de plein de choses. Et on ne peut pas partager l'origine du monde, on ne peut pas partager la photo de la petite fille qui fuit les bombardements au Vietnam, parce que c'est une petite fille toute nue. Donc c'est de la pornographie. Et puis donc, du coup, ça pose plein de questions. Et puis ce qui a changé aussi, en termes d'outils, c'est qu'il y a 20 ans, on naviguait sur Internet. Il y avait un navigateur, et puis on se baladait, on cliquait, on tombait sur des trucs bizarroïdes parfois. Souvent on se perdait, souvent on trouvait des trucs qu'on ne cherchait pas. C'était parfois énervant, c'était quand même souvent rigolo et plutôt agréable. Aujourd'hui, on ne navigue plus sur le web, on consulte des applications sur nos smartphones. Et ça change complètement la donne. C'est pas qu'on perde quelque chose, parce qu'on fait plein de choses sur nos smartphones. Alors, parfois on joue à des jeux idiots, mais on fait aussi des trucs intéressants. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus libre exactement de ce qu'on a envie de faire et de là où on a envie d'aller. On ne peut aller que dans cet espace très réduit qui a été défini, pensé et conçu par celui qui a développé l'application. Donc il y a une philosophe que j'aime bien qui s'appelle Michel Serres qui, pour décrire un petit peu tout ça, explique que finalement dans les technologies, ce qu'il faut regarder, c'est... il faut analyser ça comme quand vous êtes dans votre voiture. Est-ce que vous êtes en situation de conducteur ou en situation de passager? Quand vous êtes en situation de conducteur, tout va bien. C'est vous qui avez le volant, vous avez accès aux pédales, vous avez où vous voulez, vous freinez, vous avez le contrôle, vous pouvez vous planter et vous assumez. Et quand on commence à passer uniquement en position passager, ça devient un petit peu plus compliqué, un petit peu plus problématique. Et de fait, quand on regarde aujourd'hui, alors je vais juste rester sur Facebook, Facebook typiquement c'est un média... le média canapé. C'est-à-dire que sur Facebook, on est comme devant sa télé. On regarde défiler des informations sur un mur. Sur Google, au moins, on cherche au départ quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un besoin, un désir, une volonté. Facebook, on s'assied, on est passif. Alors bien sûr, on peut commenter, on peut liker, on peut partager, on en reparlera après. Mais l'essentiel de notre rapport à ce média qu'est Facebook, c'est un rapport de passivité. Et du coup, on est passager, on ne contrôle pas, parce que ce n'est pas nous qui décidons de ce que l'algorithme choisit de nous afficher sur notre mur. Alors un petit peu, on décide un petit peu, puisque c'est en fonction de ce sur quoi on clique, des gens avec qui on interagit. Mais là aussi, pour être sûr, il faudrait qu'on connaisse toutes les règles de l'algorithme. Et personne ne les connaît. Et en plus, elles changent tout le temps, ces règles. Puisque justement, le jour où on s'approche trop près de la vérité, la vérité change. Parce que si tout le monde connaît les règles, c'est plus Facebook le chef, c'est nous. Et ça, c'est pas supportable pour les gens qui développent ces outils-là. Voilà, donc dans ce bouquin, on parle aussi un petit peu de notions d'économie. Alors même si, alors je l'ai pas dit, mais en fait j'aurais dû peut-être commencer par là. Moi, en fait, je tiens un blog depuis plus de 10 ans maintenant, où je fais des petits billets, je chronique un petit peu l'actualité du numérique. Et du coup, dans ce livre-là, en fait, sur à peu près 2500 billets en 10 ans, on a choisi une cinquantaine d'articles que j'ai réécrits, qu'on a essayé de regrouper, de mettre ensemble, pour raconter un petit peu l'histoire du numérique au travers de ce qu'elle a de plus mouvant et de plus frappant. Donc il y a une dimension économique qui est très importante pour ces outils, avec
des paradoxes. Un des sites les plus utilisés, les plus connus dans le monde, c'est Twitter. Twitter, c'est 400 millions à peu près d'utilisateurs, d'après Twitter, parce que là aussi, les seuls chiffres, c'est toujours les sociétés qui les donnent. Donc, quand Facebook nous dit on a 1,9 milliard d'utilisateurs, et à part le croire sur parole, on n'a pas trop de plan B, hein, donc on va les croire. Donc bref, Twitter, aujourd'hui, n'a pas de modèle économique. Et Twitter existe depuis 2007. Il n'y a que dans l'économie du numérique qu'on voit ça, c'est-à-dire une société qui peut passer toutes ces années sans avoir de modèle économique en termes de rentabilité, c'est-à-dire que Twitter ne rapporte pas d'argent aujourd'hui. Twitter perd de l'argent. Et pourtant, Twitter existe et Twitter paraît incontournable à la plupart des gens qui l'utilisent en tout cas. Uber, dont on parle beaucoup, vient de déclarer là 3 milliards de pertes. Alors après, il y a des montages compliqués où je comprends moi pas grand-chose parce que je suis pas économiste. Mais Uber aujourd'hui, sa comptabilité affiche un déficit de 3 milliards de pertes. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai mis ici en bas le lien vers un article qui explique tout ça, en fait, ils pratiquent du dumping, quoi, c'est-à-dire qu'ils subventionnent, ils bossent à perte pour essayer de prendre des marchés, tout en maintenant un niveau de revenu pour leurs chauffeurs qu'ils estiment être à peu près décent. Et une fois qu'ils ont pris le marché, ben, effectivement, il n'y a plus de place pour la concurrence et ils peuvent développer ce qu'ils veulent. Donc il y a cette économie un petit peu bizarre, il y a cette idée qu'effectivement le modèle économique c'est celui de la publicité, tous ces services sont gratuits parce qu'il y a de la publicité qui s'affiche derrière, donc ça fait longtemps depuis le temps de cerveau disponible de Monsieur Moujotte qu'on était au courant, mais ça se confirme. Et puis ça parle d'un média qui a grandi et ça parle de la fin des idéaux, en tout cas des gens qui ont inventé ces plateformes. En fait, ce qui est rigolo ou ce qui est intéressant à observer, c'est que la plupart des sites qu'on utilise aujourd'hui, qui nous paraissent incontournables, n'ont pas été inventés pour faire ce qu'on en fait aujourd'hui. Facebook, au départ, l'histoire est connue, si vous avez regardé le film The Social Network, Facebook a été inventé au départ pour permettre aux étudiants du campus d'Harvard de noter les plus belles filles du campus. Et basta. D'accord? Donc on s'enregistrait, on se crée un petit compte avec sa photo d'étudiant, je crois que ça s'appelait le Facebook, hein, le trombinoscope. Et puis, c'est-à-dire ça s'appelait The Facebook et pas Facebook. Et puis on donnait des notes aux plus belles filles du campus. Voilà. Et c'était bien parce que c'était inventé par un type qui avait l'âge d'inventer des sites pour noter les plus belles filles du campus. On en pense ce qu'on veut, mais voilà, il avait à l'époque 20 ans, Mark Zuckerberg, un petit peu moins même. Et voilà, son intérêt c'était ça. Et aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout ça. Mais le problème, c'est que toute la philosophie derrière, après ça s'est construit, ça a évolué, mais la philosophie première, ça reste celle-là. La philosophie première de Facebook, c'est quoi? C'est de classer des profils humains par ordre de pertinence, comme un moteur de recherche classe des pages web par ordre de pertinence. Alors c'est plus que des filles de la plus belle à la moins belle, c'est des gens, c'est vos amis, mais quand vous likez le commentaire d'un ami, quand vous partagez la page d'une personnalité, vous lui donnez des points de beauté, en fait. Vous dites j'aime bien, voilà. Et du coup, hop, elle apparaît devant les autres. La hiérarchie. Je vous ai mis ici une citation qui est un petit peu longue, mais c'est de ces deux types qui ont inventé un moteur de recherche. Et ils ont écrit, quand ils ont inventé ce moteur de recherche et qu'ils l'ont proposé au monde, ils ont écrit la chose suivante. En général, ils étaient à l'époque, ils faisaient une thèse d'informatique et de mathématiques. Et ils ont dit, du point de vue de l'utilisateur, le meilleur moteur de recherche, c'est celui qui a le moins de publicité possible pour permettre aux gens de trouver ce qu'ils veulent. Ce qui, bien sûr, condamne le modèle de régie publicitaire de la plupart des moteurs de recherche. Puisque de toute façon, disent-ils, il y aura toujours d'énormes quantités d'argent investies par les publicitaires soucieux d'orienter le consommateur vers leurs produits et de créer chez lui un besoin de nouveauté. Nous croyons, nous qui inventons des moteurs de recherche, que le modèle publicitaire cause un nombre tellement important de biais qu'il est crucial d'avoir un moteur de recherche compétitif sans aucune publicité. Les deux types qui écrivent ça s'appellent Sergey Brin et Larry Page. C'est en 1998 et c'est dans l'article qui est toujours consultable en ligne, je vous ai mis le lien, où ils expliquent, par ailleurs, pas que ça, mais ils expliquent le fonctionnement de cet algorithme qui va complètement changer la face du monde.
Alors, on peut dire aujourd'hui, voilà, ils ont renié leurs idéaux de jeunesse, ils ont vieilli, tout simplement, ils sont faits comme tout le monde, ils sont plus ou moins devenus de droite ou pas. Mais ça interroge quand même sur l'évolution. Bien sûr, il y a des... Et bien sûr, Google en 98 n'a rien à voir avec le Google d'aujourd'hui. Bien sûr, il y a une entrée en bourse qui change les choses. Bien sûr, il y a des usages, il y a une situation de monopole qui oblige un certain nombre de choses. Mais en même temps, ça questionne. Voilà. Et personne, jusqu'à présent, ne leur a remis en face cet article qu'ils avaient écrit en 98 pour leur dire bon, les gars, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Alors, en fait, dans ce bouquin, je parle beaucoup d'une notion qui n'est pas de moi, qui est d'un monsieur qui s'appelle Frédéric Kaplan, et qu'il appelle le capitalisme linguistique. En fait, pour moi, s'il fallait retenir une révolution, un truc absolument déterminant qui a bouleversé notre rapport au monde et aux autres depuis que le web existe, c'est ce que Kaplan appelle le capitalisme linguistique. Alors, le capitalisme linguistique, c'est quoi ? C'est que le capitalisme, vous voyez vaguement ce que c'est, le capitalisme linguistique, ça consiste à dire qu'il y avait un truc, un seul, qui jusqu'à présent échappait complètement à toute visée commerciale. Un truc qui était invendable, sur lequel on ne pouvait pas faire de publicité, qui pouvait appartenir à personne, qui était notre héritage, notre bien commun, et ce truc-là, c'était le vocabulaire, c'était la langue. Personne n'avait acheté le vocabulaire. Personne n'avait acheté le français, l'allemand, etc., etc. Ce que Google a inventé, c'est pas tout à fait Google, mais ce que Google a systématisé, c'est le fait de dire la langue, en fait, le vocabulaire, c'est une ressource comme une autre. Vous me dites que l'électricité, le pétrole, voilà, c'est une ressource. Cette ressource, on va la capter. C'est vous qui la produisez, hein, cette ressource, quand vous écrivez, etc. Donc cette ressource, nous, on la capte, on l'exploite, ça c'est notre moteur de recherche, on construit une base de données où il y a 300 trilliards, on estime, même plus redire quoi que ce soit, de pages web. Donc pas une infinité par définition, mais un nombre absolument gigantesque de pages web qu'on capte un petit peu partout, et sur lequel ensuite, une fois qu'on l'a capté, capitalisme linguistique, on va organiser la spéculation. On va dire aux gens, les mots ils sont à nous. C'est-à-dire que si vous voulez vendre des pizzas à La Roche-sur-Yon, et vous voulez que quelqu'un qui tape pizza, il tombe sur votre boutique de pizza, ben vous allez nous acheter le mot pizza. On vous vend le mot pizza. On vous vend le mot pizza La Roche-sur-Yon. Et c'est ça. Alors ils ont été tellement malins qu'ils ont compris, comme c'était quand même un petit peu des gens qui avaient de vagues notions de commerce, ils ont dit si on fait ça comme ça ne va pas marcher puisque Pizza Hut va venir, ils vont nous faire un chèque de 2 milliards et puis ils auront le mot-clé pizza ad vitam aeternam pour eux. Donc ils ont dit on va vendre les mots-clés, on va faire des enchères, mais on va faire des enchères inversées. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui vont avoir envie d'acheter le mot pizza, et moins ce mot-clé va être cher. Comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, au lieu de vendre une fois le mot-clé pizza pour 1 million d'euros à Pizza Hut, on va vendre 10 millions de fois le mot-clé pizza à 10 millions de petits commerçants un petit peu partout dans le monde. Et puis on va leur revendre évidemment chaque année. Parce qu'au bout d'un moment, on leur dit ce contrat est fini. Alors en échange de ça, effectivement, eh ben, vous avez votre lien, votre publicité qui s'affiche sur Google quand on tape un mot-clé. Et on n'a plus trop le choix. C'est-à-dire qu'une fois que ce système-là s'est mis en place, on peut dire je suis contre, j'en veux pas, c'est pas bien. En France, 9 visites sur 10 pour n'importe quel site web, que ce soit un site web d'association, un site web de banque, un site web de ce que vous voulez, le club de basket de Chaillé, bref, 9 visites sur 10 passent d'abord par Google. C'est-à-dire que si vous n'existez pas sur Google, vous êtes mort, concrètement. Personne ne viendra jamais chez vous, sauf les parents, la famille et les amis qui ont l'adresse du club de basket de Chaillé, mais c'est tout. Voilà. Donc si vous voulez faire du commerce, pas la peine d'y penser. Si vous voulez exister en termes de visibilité, c'est pas la peine d'y penser non plus. Donc vous êtes obligé d'acheter et de jouer le jeu. Et donc de cautionner un système que vous, a priori, vous ne cautionnez pas nécessairement au départ. Facebook, c'est la même chose. Ils ont organisé la spéculation. Sur les gens, sur les profits. Je disais un petit peu tout à l'heure. Alors, ils vendent aussi alors, ils ne vendent pas des profils, mais en tout cas, ils disent à des publicitaires, vous voulez quoi ? Vous voulez des gens qui ont quel âge, qui écoutent quel type de musique, qui consomment quel type de produits, qui sortent faire du jogging 2 fois par semaine, qui habitent dans un environnement urbain. Ben on a automatiquement, on appuie sur un bouton et on vous sort 500 millions de clients. Et on affiche cette publicité que à ces 500 millions de clients. Donc vous êtes sûr
que 9 fois sur 10, si on leur affiche en plus la pub au bon moment, eh ben, ils vont effectivement cliquer et venir acheter le produit. Et donc c'est le jackpot. Donc ça, le capitalisme linguistique, c'est ça. Et ça, vraiment, il y a eu un point de bascule, il y a eu un avant et un après. Entre le moment où... Et d'ailleurs, si Google n'avait pas inventé ça, eh ben Google aujourd'hui n'existerait plus. Puisqu'encore une fois, 99% de ses revenus, c'est ça. C'est des gens qui achètent des mots. Voilà, et puis donc dans ce bouquin, on parle de politique et d'idéologie, puisque ça aussi j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. La grande thèse qui traverse un petit peu tous ces billets, c'est que ces sociétés-là, leur projet, c'est devenu, ça ne l'était pas hein, au début, mais en tout cas c'est devenu un projet qui est d'abord un projet politique. Politique au sens, je vais organiser la vie de la cité, je vais gérer les infrastructures publiques et je vais déployer des services publics. Jusqu'à très récemment, ils s'en sont défendus. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Google, Facebook, Twitter, etc., ont dit, nous, on veut faire de la politique. Ils ont toujours dit, nous sommes des plateformes qui vendons des services avec un modèle économique qui vous plaît ou qui vous plaît pas, mais qui est clair. Et puis, basta. Et puis, l'année dernière, suite aux élections aux États-Unis, il y a monsieur Mark Zuckerberg qui est un petit peu sorti du bois. C'est-à-dire qu'il a commencé à se comporter comme pourrait le faire un candidat en campagne. C'est-à-dire qu'il a publié, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là, des textes sur son compte Facebook dans lesquels il abordait des questions qu'aborde normalement un chef d'État. Comment on améliore la santé et l'accès aux soins des gens, comment on améliore l'organisation du travail dans un territoire connecté. Et puis il a fait ce que font tous les présidents des États-Unis, c'est-à-dire que ce Mark Zuckerberg, qui a je ne sais plus quel âge aujourd'hui, mais qui est pas très vieux, et qui avait toujours dit que pour lui la religion c'était pas son problème en fait, il s'est mis à confesser qu'il était catholique et que la foi c'était très important pour lui. Et puis qu'il avait aussi des ascendances juives et que c'était fondamental. Et aux États-Unis, tous les politologues le savent, quand vous voulez commencer par être candidat, vous commencez par dire que la religion c'est important parce qu'à la fin ça va se finir avec la Bible et il va falloir dire un truc dessus. Donc, et puis il a commencé à faire le tour des États-Unis. Il a dit voilà, cette année, ma résolution de nouvelle année, alors les résolutions de nouvelle année de Mark Zuckerberg, c'est toujours assez sympa. L'année dernière, nous on arrête de fumer, ou on va courir, ou on perd du poids, tout ça. L'année dernière, Mark Zuckerberg, il a dit ma résolution c'est d'apprendre le mandarin en 1 an et de créer une intelligence artificielle un petit peu comme dans l'armure d'Iron Man, là, si vous avez vu le film, là, qui est Jarvis, qui gère tout dans la maison. Et en 1 an, il a fait ça. En 1 an, il a appris le mandarin, et il a mis une vidéo en ligne après où il a développé, pas tout seul, hein, il y a une technologie d'intelligence artificielle qui gère la totalité de sa maison. Et puis cette année, il a dit, ma résolution cette année, c'est je vais faire le tour de tous les États des États-Unis, je vais rencontrer les gens, je vais échanger avec eux. Et là, pas moi, hein, les commentateurs politiques aux États-Unis ont dit, c'est clair, comme en plus il s'était bien frité avec Trump pendant la campagne et qu'il avait quand même clairement dit qu'il était inquiet, que c'était un problème, etc., les analystes politistes américains ont dit, c'est clair, il ira à la prochaine présidentielle. Et puis après, on a appris que si c'est Clinton qui avait été élu, Zuckerberg avait déjà fait voter au conseil d'administration de Facebook un petit texte qui lui permettait de se mettre en congé sabbatique pendant 3 ans et demi pour bosser avec le gouvernement, tout en gardant les rênes de Facebook. Voilà. Donc, il paraît clair, après la vie c'est la vie, hein, mais il paraît clair qu'un jour ce garçon-là, cet homme-là fera campagne. Et puis, donc, je vous le disais, il y a aux États-Unis une dimension idéologique qui est très forte. Donc, on a parlé tout à l'heure du solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette idée qu'à tout problème correspond une application, hein, on clique sur un bouton, mais derrière, il y a une autre idéologie qui est très forte dans toute la Silicon Valley, qui est l'idéologie libertaire. Alors, le libertarianisme, c'est pas le libéralisme, hein, le libertarianisme, c'est cette idée qu'on refuse en gros les ordres ou les contraintes et encore plus à partir du moment où ils émanent d'une puissance publique incarnée. Si c'est un État, une institution qui vous dit de faire ça, vous ne le faites pas. Et du coup, l'idée, c'est que l'idéologie libertaire est une idéologie sans État. Pour les libertariens, l'État est une nuisance, n'est pas capable de régler les problèmes de manière efficiente, efficace, rapide, à moindre coût, etc. Et ils disent, c'est pas grave, puisqu'il y a des sociétés commerciales qui sont capables de faire ça à la place de l'État.
dans l'éducation, dans la santé, dans le transport, dans le travail. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quelques jours, Google a annoncé, ils avaient une grande conférence pour leurs développeurs, et ils ont dit on a un nouvel outil qui s'appelle Google Jobs. Alors Google Jobs, c'est simple, c'est la fin annoncée de Pôle emploi dans moins de 2 ans, et de tous les organismes apparentés dans le monde, puisque de la même manière que Uber s'est attaqué au secteur du transport autonome, et on le savait, Google et d'autres, mais là pour le coup c'est Google qui a dégainé le premier, sont en train de s'attaquer au secteur de l'emploi. Avec là aussi une idéologie qui est simple. Et pourquoi pas? Ils disent il y a un problème d'adéquation entre la demande et l'offre. Ça part dans tous les sens. Et ils disent nous, notre boulot c'est quoi? Dans le moteur de recherche, une demande, c'est les mots-clés que vous déposez, on vous sort automatiquement l'offre qui correspond. Donc on va faire pareil pour le secteur de l'emploi. Alors derrière, on va mettre de l'intelligence artificielle, on va mettre des algorithmes un petit peu compliqués, mais on va résoudre, on va créer l'algorithme du plein emploi. L'idéologie, c'est un petit peu ça derrière. Peut-être que ça marchera, hein, parce que je pense qu'on a tous, ou qu'on connaît tous des gens qui ont été qui ont confrontés à ce qu'on va au minima qualifier de dysfonctionnement sur le secteur des offres d'emploi, et notamment avec Pôle emploi ou avant. Mais en tout cas, ça pose question. Et donc, de toute façon, il y a cette idée que ces sociétés-là, aujourd'hui, ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir de projet politique. Parce que quand on a 1,8 milliard de gens qui, tous les jours, se connectent chez vous pour discuter avec des amis, pour parler culture, pour parler politique, il faut forcément, à un moment donné, faire des choix. Ces choix, quand ils concernent 1,9 milliard de personnes, c'est forcément des choix politiques. C'est plus un choix pour est-ce que c'est elle la plus jolie du campus ou est-ce que c'est sa voisine. Idem pour Google. Pendant très longtemps, et là ça va bientôt être terminé, on avait l'habitude d'un moteur de recherche où on pose une question et on a une liste de réponses qui est biaisée, qui est orientée, parce qu'il y a de la pub, etc., mais qui reste une liste de réponses qui quand même globalement nous va bien, sinon on aurait tous arrêté d'utiliser Google, et dans laquelle on peut choisir. Ce qui est en train de s'installer comme technologie de pas d'après-demain, hein, de demain matin, c'est la reconnaissance vocale, c'est-à-dire effectivement les interfaces vocales. Une interface vocale, quand vous posez une question à un moteur de recherche, elle ne va pas vous lire une liste de résultats. Elle va vous donner une réponse. Alors, comment la réponse va être choisie? Est-ce que c'est celui qui aura mis le plus de sous dans la régie publicitaire? Si vous tapez « je veux acheter une nouvelle voiture », voilà, est-ce qu'il y a des promos en ce moment sur les Fiat ou je sais pas quoi? Qui choisit? Est-ce que c'est transparent? Il n'y a pas de haute autorité de régulation des algorithmes, de la publicité, on ne sait pas. C'est du business, voilà. Et puis quand les règles du business ne rapportent plus assez d'argent, à Google, on change les règles. Par exemple, pendant très longtemps, ils ont fait un truc rigolo, pendant très longtemps sur Google, vous pouviez acheter donc des mots-clés, mais vous n'aviez pas le droit d'acheter les mots-clés de vos concurrents. Si vous étiez Toyota, vous ne pouviez pas acheter Renault comme mot-clé pour que les gens qui tapent Renault, ils se retrouvent sur un site de Toyota. Ça paraissait logique. Bon. Et puis, la régie publicitaire de Google étant devenue ce qu'elle était, et comme c'est la seule à peu près, ou en tout cas qu'il n'y a pas d'équivalent à l'Occident, du jour au lendemain, ils ont changé les règles. Ils ont dit, ben voilà, à partir d'aujourd'hui, c'est permis. Ce qui était interdit, acheter le mot-clé d'un concurrent, ça devient autorisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les gens se sont dit, ben, moi, je ne vais pas le faire parce que je suis intègre, mais mon concurrent qui n'est pas du tout intègre, lui, il va le faire. Donc il faut que je le fasse, sinon je vais me faire avoir. Et du jour au lendemain, le marché des mots-clés, qui était quasiment pas à saturation, mais a explosé, puisque tout le monde s'est mis à racheter 4 fois plus de mots-clés qu'avant, et du coup, la plupart des sociétés ont doublé, triplé, quadruplé le budget publicitaire qui tombait dans l'escarcelle de Google. Voilà. Alors, c'est pas des problèmes nouveaux, hein, c'est pour ça que je dis que moi, souvent, le numérique, c'est pas lui qui est la cause de tout, parce que ces situations de dumping, ces situations de monopole, ces situations de concurrence faussée, ça existait bien, c'est pas Google qui a inventé ça, voilà. Mais simplement, effectivement, ça prend des proportions parfois un petit peu problématiques. Voilà. Et puis, il y a dans ce bouquin, pour aller vite et pour qu'on ait le temps d'échanger un petit peu quand même, il y a aussi des questions sur
sur des questions de société. Vous avez peut-être vu parler, vous avez peut-être entendu parler d'une histoire qui a défrayé un petit peu la chronique. Il y a eu un attentat aux États-Unis qui était l'attentat de San Bernardino, une tuerie, j'ai presque envie de dire classique malheureusement, un type qui débarque avec un fusil d'assaut et qui tire dans la foule. Il se trouve que ce type-là c'était un terroriste, il se trouve qu'il avait un iPhone avec lui. Et le FBI il a été abattu et puis on a trouvé son iPhone. Sur cet iPhone, le FBI a supposé qu'il pouvait y avoir des informations intéressantes sur les terroristes, voilà, ou sur son réseau, etc., etc. Et donc ils ont dit à Apple, il faut que vous nous aidiez à déverrouiller ce truc-là. Et je ne sais pas si vous avez un iPhone, mais vous savez que sur l'iPhone, vous avez un petit code, alors ça dépend de la version, mais vous avez 4 chiffres ou 6 chiffres, ça dépend, mais vous avez droit qu'à 10 essais. Et si vous vous plantez, au bout de 10, tout s'efface. Il n'y a plus rien. Ça se verrouille, voilà. Donc le FBI a dit à Apple, vous savez forcément comment on peut dépasser ces 10 essais. Parce que nous, on va essayer le FBI, mais si on se plante 10 fois, on perd les données. Donc ils ont demandé à Apple, dites-nous comment on fait. Et Apple a dit non. On ne veut pas. Et pourquoi vous ne voulez pas? Parce que si on fait ça, en fait, ils ont demandé de créer un logiciel qui permette d'aller au-delà des 10 tentatives. Et Apple a dit, mais si on fait ça, vous imaginez bien que dans un mois, toutes les entreprises terroristes, justement, auront ce logiciel et qu'on va mettre encore plus en danger la vie privée de nos utilisateurs. Donc, ils ont dit, l'iPhone, c'est un espace, finalement, dans une démocratie qui est totalement inviolable. Et ça pose quand même un souci. C'est-à-dire là, évidemment, encore une fois, on est sur un cas d'attentat terroriste, voilà. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut vivre dans une société, il y a des endroits qui sont secrets et inviolables. Puis à un moment donné, il y a des juges avec des mandats de perquisition qui leur donnent le droit, parce qu'on est en démocratie, d'aller chercher là où normalement ils ne devraient pas pouvoir aller chercher. Dans nos chambres à coucher, dans les tréfonds de nos ordinateurs, etc., etc. Et là, on a une société commerciale qui, pour peut-être de bonnes raisons, dit non. Il y aura un espace totalement inviolable pour n'importe quelle société démocratique, à l'abri de tout pouvoir de justice et de police, c'est le contenu de votre iPhone. Personne d'autre que vous ne pourra aller regarder à l'intérieur. Alors voilà, alors quand c'est l'iPhone d'un terroriste, ça interroge. Quelques semaines après, ils n'ont pas de bol chez Apple, des fois en termes de com. Cette fois-ci, c'est une autre histoire, là aussi assez triste, où c'est un papa qui a son enfant qui était jeune et qui est décédé. L'adolescent qui est décédé, voilà. Et toutes ces photos, tous ces souvenirs, c'était sur son iPhone. Et ce papa a fait une lettre à Apple en lui disant, voilà, c'est tout ce qui me reste, débloquez ça. Et évidemment, Apple a dit, non, en fait non, voilà. Donc ça pose question. Donc il y a des petites histoires comme ça. Il y en a une autre aussi, alors c'est pas que des histoires rigolotes, hein, je m'excuse, mais... Vous vous souvenez peut-être de l'histoire d'Andreas Lubitz, ce pilote qui est en dépression, on l'a su après, et qui a craché son avion et qui a causé je ne sais plus combien de morts. Facebook, alors si je dis Facebook, c'est incarné, mais les algorithmes de Facebook avaient les moyens de détecter l'état dépressif de ce type-là. Et avaient accès, on l'a su après, à des échanges à l'intérieur de Facebook, là, via Messenger, qu'il avait eu avec des collègues, avec sa famille, qui attestaient d'un état dépressif aggravé. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? Je rappelle qu'on est 1,9 milliard. Est-ce qu'on se met à signaler le moindre dépressif aux autorités de police ou de justice? Si on le fait, on va être accusé effectivement d'une espèce de machin totalitaire. Si on ne le fait pas, et si vous êtes de la famille des gens qui se sont crachés dans l'avion, vous avez quand même envie de dire à Facebook, si ce type-là avait annoncé clairement qu'il allait se suicider en conduisant un avion, on aurait préféré le savoir. Voilà, juste ça. D'autant que, un mois après, parce que là aussi il y a une espèce de cynisme de l'actualité, un mois après ce drame, Facebook annonce qu'il déploie aux États-Unis, ça vient d'arriver en France, un outil de détection du suicide, qui va vous permettre, si vous voyez un de vos amis qui poste un message un petit peu au bord du gouffre, qui va vous permettre d'alerter Facebook. Alors vous allez avoir un petit message qui va vous être envoyé automatiquement, qui va vous dire, voilà, il y a machin, machine qui vient de poster ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux le contacter? Est-ce que tu veux envoyer son numéro? Enfin, est-ce que tu veux qu'une association le contacte, etc., etc. Et puis il y a la question de ce que... Puis après, je m'arrête. Je sais plus. Ouais, bref, je m'arrête vite après.
Dernière question dont il est beaucoup question, enfin autre question dont je parle beaucoup dans le bouquin, c'est l'idée de la bulle de filtre, c'est-à-dire ces plateformes dans lesquelles on évolue. Leur but premier au début, dans le discours commercial qui les accompagne, c'est de nous dire on va vous ouvrir au monde. Vous allez découvrir des choses, des gens que vous n'auriez jamais vus en étant résident à La Roche-sur-Yon, à Némy ou à Chaillé-sous-les-Ormeaux. Vous allez voir des musulmans, des gens de couleur, des hindous, des texans, voilà, toute religion, toute culture, etc. Parce que 1,9 milliard de personnes. Donc forcément, il y aura des gens qui ne sont pas comme nous. Et à l'inverse, ce que tous les sociologues ont analysé et démontré, c'est que quand on nous place en situation d'être noyé dans une altérité qui n'est pas la nôtre, par définition, au milieu de cultures qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, la première tendance normale, c'est pas parce qu'on est méchant, raciste, bête, c'est de se rapprocher des gens qui sont comme nous, qui pensent comme nous politiquement, qui ont la même religion que nous, qui ont le même niveau social que nous à peu près, qui ont les mêmes approches éducatives, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'homophilie, c'est-à-dire le fait de qui se ressemblent s'assemblent, c'est ça. On se rapproche d'abord des gens qui sont comme nous parce que ça nous rassure, et parce que c'est plus facile d'échanger avec ces gens-là. Donc la promesse de ces sites, la promesse de l'altérité, c'est une promesse inverse. Plus il y a de gens différents, et il y en a beaucoup sur Facebook, et plus on voit se renforcer des phénomènes ultra-communautaires. Et de fait, vous avez des gens qui, sur Facebook, n'échangent que entre eux. Alors il y a une blague, un moyen facile de le vérifier. Vous faites votre introspection politique, vous dites je suis de gauche, je suis de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, ou majorité présidentielle, parce que maintenant il y a une nouvelle équation. Et une fois que vous avez dit ça, vous regardez à l'autre bout de l'échiquier. Et vous dites, j'ai combien, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes de gauche, regardez combien vous avez d'amis que vous soupçonnez d'être de droite sur Facebook, et réciproquement. Et vous verrez qu'en moyenne, vous en avez 2. Parce qu'on a toujours au moins 1 ou 2 amis qui sont ce que les sociologues appellent des amis alibi. C'est-à-dire pour se prouver à soi-même qu'on est capable, si on est de gauche, d'échanger avec des gens de droite, et inversement. Voilà. Mais le fait, c'est que la plupart des gens avec qui vous échangez sur Facebook sont des gens comme vous. Ce ne sont pas des gens qui sont foncièrement différents. Donc il y a cette idée derrière qu'en fait, ces algorithmes fabriquent une bulle de filtre. Et ça vaut pour les débats et les opinions politiques. Alors pourquoi ils fabriquent cette bulle de filtre? Alors il y a des gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, etc. On ne va pas refaire le débat là. L'idée, en tout cas, c'est qu'il y a un déterminisme algorithmique. Un déterminisme algorithmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça a été démontré là aussi par plein de gens qui sont là aussi des sociologues. Quelqu'un qui, sur Facebook, crée son compte, clique sur une ou 2 pages qu'on lui propose au départ, et clique sur une page qu'il a choisie, si c'est une page de gauche, et si systématiquement, sans réfléchir, il se met à cliquer et à liker toutes les pages que l'algorithme de Facebook va lui proposer, au bout de quelques heures, il va se retrouver avec uniquement des pages, non pas de gauche, mais d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il va les choix que Facebook va lui proposer ont compris qu'il était de gauche, parce qu'il a liké la page du Parti Socialiste, ok, voilà, la page de combat d'Hélice, clique, je like. Et du coup, Facebook dit, bon, il aime le Parti Socialiste, donc on va lui proposer la page de Benoît Hamon. Et je relike. Je ne me pose pas la question des courants, des machins, je like bêtement ce que Facebook me propose. Et petit à petit, l'algorithme de Facebook, de la gauche, va nous amener à l'extrême gauche. De la même manière que, voire Mélenchon. De la même manière que si on fait la même chose à droite, petit à petit, Facebook ne va vous proposer que des pages qui sont des pages d'extrême droite. Alors encore une fois, je répète, on est dans le cadre d'une expérience où les gens n'ont pas réfléchi, ils ont juste cliqué automatiquement. Mais ça veut bien dire qu'il y a une fabrique de l'opinion qui est mathématisée et qui pose derrière problème. Voilà, donc, en gros, les grands problèmes, et puis je prends 5 minutes pour les solutions, la question de ce probabilisme-là, cette idée que les algorithmes peuvent tout prévoir. Alors ça, c'est une vieille idée, là aussi, c'est pas Facebook qui a inventé ça, c'est Orwell, qui disait dans 1984, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Ben, tous ces sites-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes les prévisions, toutes les prédictions que fait Google, que fait Facebook, elles sont toutes basées sur une historicité, sur le passé. Mieux on connaît le passé, mieux on sait ce que vous avez fait hier et mieux on sait ce que vous allez avoir envie de faire demain à la même heure. Parce que nous sommes
Ça, c'est mon copain Dominique Cardon qui fait aussi des bons bouquins, dont un qui s'appelle « À quoi rêvent les algorithmes », qui est moins cher que le mien en plus, et qui est vraiment super, qui explique qu'en fait l'être humain, il fonctionne avec des habitus, c'est-à-dire on a des habitudes, et c'est très très facile, quand on a la technologie et la puissance de calcul de Google ou de Facebook, de prévoir nos habitudes, parce qu'on est éminemment prévisible. Parce qu'on a des vies qui sont organisées comme ça, et des goûts qui sont organisés. Et c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on se sert de cette prévisibilité pour forcer un certain nombre de décisions et de choix. Et encore une fois, quand on est sur des choix de consommation, on peut dire, bon, c'est de la pub. Mais quand on est sur des choix politiques, personne aujourd'hui ne peut sérieusement dire que Facebook seul peut faire changer de vote un individu. Ça, c'est pas possible. Parce que le vote, la décision de voter, est une décision qui est multifactorielle, qui dépend de plein de choses. Mais par contre, personne aujourd'hui ne peut sérieusement dire que la fréquentation de Facebook n'a pas d'influence sur notre vote. Parce que ça aussi, on l'a démontré, pas moi, mais des gens qui bossent là-dessus, ont démontré qu'il y avait une influence de Facebook, parmi d'autres. Mais que, au même titre que d'autres, cette influence, pour certains individus, dans certains contextes, pouvait être déterminante. Et du coup, un média, théoriquement, est en capacité d'influencer le vote de 1,9 milliard d'individus. Ça veut quand même dire ça, si on résume un petit peu. Alors économiquement, il y a aussi le problème de nos données personnelles. Alors ces données, il y a une métaphore facile, hein, c'est le texte de la Boétie sur les données de la servitude volontaire. Si ces sites-là prospèrent sur nos données, c'est d'abord parce qu'on accepte de leur donner nos données. Et pourquoi est-ce qu'on accepte ça? Parce qu'on n'est pas maso, on accepte ça parce que derrière, c'est pratique, ça va vite, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que le coût cognitif est nul. Ça ne nous demande pas de réfléchir. Et nous, on adore ça. Parce qu'encore une fois, c'est pas qu'on est... C'est parce que c'est très confortable comme situation. C'est pour ça qu'on adore, qu'on nie tous regarder des séries débiles à la télé, mais qu'on adore tous regarder des émissions de temps en temps de télé-réalité ou des séries débiles, parce que ça nous repose. Quand Facebook a inventé le like, il a inventé le repos cognitif. Le like, c'est le truc qui vous permet de dire, avant, quand vous vouliez partager quelque chose avec des amis, c'était compliqué intellectuellement sur Internet, parce qu'il fallait connaître l'adresse de leur site, il fallait retrouver l'adresse HTTP machin, il fallait la copier à l'intérieur, par exemple, d'un logiciel de courrier électronique, il fallait mettre un petit texte avant-après, bonjour, au revoir, il fallait l'envoyer, etc. Ce que Facebook a inventé, c'est la paresse cognitive, c'est-à-dire tu veux partager un truc, like-le, et automatiquement on va informer tous tes amis que tu as aimé ça. Et c'est très bien, ou pas. Alors après, il y a... Alors ça aussi, ceux qui sont sur Facebook l'ont vu apparaître, les autres forcément pas. Facebook s'est mis à dire, ben voilà, on va vous rajouter des émotions, parce que les gens partagent plein de choses, mais ce qui marche le mieux, ça tous les publicitaires le savent, c'est ce qu'on appelle la fabrique de la pulsion. C'est-à-dire qu'une publicité, c'est fait pour créer un désir non rationnel. Si je vous affiche, s'il fait 40 degrés, que vous êtes à la mi-temps d'un match de rugby entre Toulouse et Clermont, enfin Toulouse ça n'arrivera plus, pardon, mais et que là vous avez une publicité pour une bonne bière fraîche, c'est pas que vous rationalisez l'envie de boire une bière, c'est que on vient de fabriquer de la pulsion. Voilà. Donc la pulsion, commercialement, c'est ce qui marche le mieux. Et pour fabriquer du pulsionnel, c'est très simple, plus exactement c'est très compliqué, il faut être capable d'analyser et de jouer sur les émotions. Et pour jouer sur les émotions, Facebook a trouvé une ruse, qui est une vieille ruse, hein, qui avait été théorisée à la fin du 19e siècle par les premiers, les ancêtres des psychologues, qui ont dit il y a 6 émotions fondamentales dans la psyché, dans le fonctionnement psychologique d'un individu. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Et quand Facebook sort son bouton, ben vous avez les 6, à peu près. La joie, la colère, le dégoût, etc. Donc ils ont mis des boutons sur des théories psychologiques qui étaient très très anciennes, mais qui ont une puissance de frappe derrière considérable, parce qu'en termes d'analyse de ce qu'on fait sur Facebook, quand vous likez, ça vous est peut-être déjà malheureusement arrivé, mais des fois vous likez des trucs que vous n'aimez pas. Et vous likez pour dire je m'associe à toi, voilà. Donc c'est difficile de savoir si on like parce qu'on aime, ou parce qu'on soutient, ou parce que, etc. Donc ils ont inventé ça. Ils savent aussi... Ils ont rationalisé ce qu'on appelle la viralité. Pourquoi il y a des contenus qui se partagent beaucoup plus facilement que d'autres sur Facebook?
Ça, c'est un sujet fascinant, pas ce soir à 7h6, parce qu'on est fatigué, mais pourquoi est-ce que dès qu'il y a une vidéo sur des trucs dégueulasses dans des abattoirs, pourquoi est-ce que ça bat tous les records d'audience, enfin de viralité? Ben parce que, et là aussi, c'est pas Facebook qui a inventé ça, mais par contre, ça nous a permis de le mesurer, on sait que dans la hiérarchie des émotions, celle qui se propage le mieux, celle où on est les plus paresseux cognitivement, celle où on réfléchit le moins avant de partager quelque chose, c'est à partir du moment où on joue sur le ressort de la colère et de l'indignation. Voilà. Dès qu'on voit un truc qui nous met en colère ou qui nous indigne, tout de suite notre cerveau se met en mode veille et on a envie que la terre entière soit au courant qu'on est en colère ou indigné. Voilà. C'est comme ça, c'est parce que l'être humain fonctionne comme ça. Et du coup, pour Facebook, c'est pratique. À l'inverse, ce qui se partage aussi très bien, c'est la joie. D'où le fait que sur Facebook, vous avez le monde joyeux des chatons, avec toutes les photos de chatons que vous voyez passer, parce que viralement, ça marche très bien, c'est bon pour le business, et c'est pour ça que plein de marques font des pubs avec des chatons. Et de l'autre côté, vous avez presque à proportion égale des contenus violents, agressifs, qui mobilisent notre colère, notre indignation, parce que là aussi, viralement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc on instrumentalise nos émotions, et ça, c'est jamais très bon quand même. Et puis, voilà, il y a deux trucs, le syndrome de Peter Pan et le syndrome de Spider-Man, donc là aussi pour faire vite. Je vais pas faire je suis pas psychologue, donc je vais pas m'intéresser à la psyché de Mark Zuckerberg, il y a des gens qui l'ont fait à ma place, et ils ont quand même montré qu'il y avait chez lui et chez plein d'autres une forme de syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire d'enfant qui ne veut pas grandir, qui a des défis. Zuckerberg, quand il a créé son appli pour noter des filles sur le campus, il avait 18 ans, il venait de rentrer à Harvard, il avait des boutons, il avait un corps avec lequel il était un peu fâché, et il avait un vrai problème qui était à la limite de la pathologie en termes de socialisation. Il y avait beaucoup de difficultés à s'approcher de l'autre. C'est quand même le type qui aujourd'hui est à la tête du premier réseau social de la planète, c'est quand même assez troublant. Voilà. Et en même temps, il y a souvent, dans le syndrome de Peter Pan décrit par les psychologues, ce qu'ils appellent le recours à la pensée magique. C'est-à-dire cette idée que quand il y a un problème insurmontable, claque des doigts, il y a une formule magique et on le résout. Et la formule magique, chez Zuckerberg, mais chez d'autres, c'est l'algorithme. Quand on ne sait pas résoudre un problème, on fait tourner l'algorithme et il va trouver la solution tout seul. Et puis il y a Spider-Man. Spider-Man, puisque de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Et il ne faut jamais oublier, quand on critique ces plateformes-là, que la plupart de ces pouvoirs, alors je ne vais pas les plaindre, après avoir passé 3 quarts d'heure à les dézinguer, mais ces types-là ne l'ont pas choisi, ce pouvoir-là. Ils l'ont construit, mais ils se sont retrouvés à gérer des trucs. Quand Mark Zuckerberg il invente Facebook, il ne pense pas qu'un jour, il sera candidat à l'élection présidentielle américaine et que c'est lui qui va décider de ce que les musulmans peuvent voir en termes de représentation de l'image du prophète. C'est complètement à côté de son champ psychologique, culturel, etc. Et aujourd'hui, il doit gérer ces problèmes-là. Alors on fait quoi? Alors, 5 minutes, après je me tais, individuellement, il y a cette idée que j'aime bien qui est le syndrome du colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri, la forêt qui prend feu, le colibri qui fait des allers-retours avec un petit peu d'eau, les animaux qui le regardent passer, qui lui disent qu'est-ce que tu fais, tu vas pas y arriver tout seul. Il dit non, mais si chacun bosse un peu, tous ensemble on va y arriver. Donc le colibri, c'est s'informer, réfléchir, promouvoir chaque fois qu'on peut l'utilisation du logiciel libre ou des solutions alternatives. Il y a 5 ans, il n'y avait pas, on n'avait pas le choix. Quand on voulait faire un Doodle pour prendre des rendez-vous, il n'y avait que Doodle. Quand on voulait envoyer un document Word, il n'y avait que Word. Aujourd'hui, on a des choix. Il y a un machin qui s'appelle Dégooglisons Internet, qui est monté par une association qui s'appelle Framasoft, qui, pour tous les outils que vous connaissez, traitement de texte, visioconférence, Doodle, vous propose des alternatives logicielles libres, open source. Il y a ce bouquin que je vous recommande vraiment, pas parce que c'est chez mon éditeur et pas parce que j'ai des droits, mais parce que c'est un très bon bouquin, qui s'appelle Surveillance, qui est vraiment centré sur les questions de surveillance citoyenne et individuelle, où il y a 60 pages sur comment ça marche la surveillance et 60 pages sur comment on fait pour déjouer la surveillance sans avoir besoin d'être forcément un geek. À l'échelle, il y a des associations. À l'échelle collective, alors il y a sur la question de la vie privée, il y a quelqu'un que j'aime bien, qui en plus a fait la préface du bouquin, qui fait une deuxième bonne raison de l'acheter, qui s'appelle Antonio Casilli, qui est un chercheur, qui est spécialiste, sociologue lui, spécialiste des questions de ce qu'on appelle le digital labor, c'est-à-dire ce travail où on bosse sans avoir l'impression de travailler pour ces plateformes, et qui dit en fait la vie privée est devenue une affaire de négociation collective. C'est-à-dire que évidemment l'histoire de Facebook, c'est une succession d'entorses à notre vie privée. Mais souvent, Facebook a reculé.
Facebook est revenu en arrière. Facebook n'a pas fait ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Il n'est pas allé aussi loin que ce qu'il avait dit. Et pourquoi? Parce que le talon d'Achille de ces sociétés, c'est nous. C'est l'image. C'est-à-dire que dès qu'ils sentent que la colère est en train de monter, ou qu'en termes d'image et de com, c'est pas bon pour eux, ils arrêtent tout de suite. Parce qu'autant ils ont eu 1,9 milliard d'utilisateurs, autant ils ne peuvent pas se permettre d'en perdre 200 millions ou 300 millions d'un coup. Et puis à l'échelle politique, il y a plein d'idées. Alors là, c'est un peu tard, donc je ne vais pas y aller, mais toutes ces technologies-là, qui sont super invasives, super problématiques, on n'a pas le temps d'en parler, mais l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de mythes et de fantasmes, mais il y a aussi des vrais bouleversements qui arrivent derrière tout ça. Le type dont il y a le nom là, Yann LeCun, qui est chef du labo d'intelligence artificielle chez Facebook, et qui a aidé Marc à développer son programme Jarvis pour gérer sa maison, là, c'est un type qui a été formé dans une université française. Tous les techniciens, tous les gens qui développent ces outils, des ingénieurs de chez Facebook, ou d'ailleurs chez Google, etc., ils viennent tous d'universités publiques. Ça doit interroger aussi sur la capacité de la puissance publique à, pas simplement, il ne s'agit pas de garder ces gens-là, de leur interdire d'aller bosser dans le privé, c'est pas la question. La question c'est, quelle est la place, le niveau que se fixe la recherche publique pour que, quand ces technologies se développent, on ait les moyens, effectivement, de temps en temps, de dire, ben ça c'est une technologie que oui, pourquoi pas, après tout, tant pis, soyons marxistes jusqu'au bout, on pourrait nationaliser certaines technologies. À un moment donné, la nationalisation dans l'histoire des idées, politiques, économiques, peut être d'accord, pas d'accord, ça s'est présenté. On l'a fait, parfois ça a marché, parfois ça a moins bien marché. Là, on est sur des secteurs, le transport, la santé, l'éducation, le travail, les offres d'emploi, c'est pas rien. Si c'est des sociétés privées qui gèrent ça, ça ne veut pas dire qu'elles vont tout faire mal, parce que souvent elles font les choses parfois mieux, mais ça veut dire que si ça part en sucette, on n'a plus aucun moyen de vérifier. Et surtout, on n'a plus aucun plan B. Puisque une fois que ça a basculé, le mouvement de balancier, là, il n'y en a pas par contre. Là, et ça, on le sait, historiquement, sociologiquement, culturellement. Quand ça a été privatisé, ça ne revient quasiment jamais dans le public. Voilà. Donc sur des questions régaliennes, politiques, il faut à tout prix se poser en tout cas ces questions. Donc la question qui était posée au début, c'était est-ce que les GAFA et les Big Data vont contrôler nos vies? La réponse, c'est à vous de voir. Il y a une idée que j'aime bien, c'est que qui permet là aussi d'avoir des petits outils cognitifs faciles et simples à utiliser pour mesurer notre rapport aux technologies. C'est si demain on me supprime cette technologie, qu'est-ce que je perds? Si je perds beaucoup, ça veut dire que cette technologie elle est vraiment importante pour moi. Si je perds pas grand-chose, bah finalement c'est que si demain on me supprime ma voiture, je suis vraiment embêté, hein, vraiment, parce que j'ai un vélo, j'ai des pieds, mais quand même pour ma vie je suis vraiment embêté. Si demain on me supprime mon portable, je suis embêté. Mais si dans mon portable, demain, on me supprime certaines applications, il y en a qui vont plus m'embêter que d'autres, etc., etc. Et donc, voilà, évidemment, on est à la fois le problème et la solution, mais ça, en même temps, c'est assez classique et ça n'avance pas trop. Alors, là, le moment commercial que vous attendiez. Si ce que je vous ai dit vous a vaguement intéressé, et si vous voulez le retrouver à l'écrit, donc, il n'y a pas le bouquin ce soir parce qu'il vient de sortir. Donc, vous avez plusieurs options. Le mieux, hein, c'est de le commander chez l'éditeur, c'est un petit éditeur. Donc vous avez le site, ça vous coûtera 20 € plus les frais de port, c'est un peu cher, ou 9 € en numérique sans DRM, vous pouvez le prêter, le copier, le faire circuler dans tous vos réseaux sans aucun souci, puisqu'il y a cette idée aussi, moi que j'aime bien, qui est que la connaissance est d'abord fait pour être diffusée. Voilà. Et que quand en plus on a la chance d'avoir à côté de ça un métier qui ne nécessite pas qu'on vive de ses droits d'auteur, il n'y a vraiment pas de raison qu'on essaye d'empêcher cette diffusion. Vous pouvez aussi le commander chez votre libraire de quartier, il faudra simplement un petit peu de temps, qu'il le fasse venir, mais vous ne paierez pas les frais de port. Puis de temps en temps, il faudra lui faire une petite piqûre de rappel, parce que les libraires, comme ils ont beaucoup de bouquins à commander partout, des fois ils oublient quand c'est des petites maisons d'édition. Voilà. Et puis sinon, donc, si vraiment vous voulez en exclusivité, parce que même moi je ne l'ai pas vu encore, hein, je ne l'ai pas eu entre les mains, donc vous pouvez ce soir me laisser un chèque et votre adresse, ou du liquide, et je m'engage devant témoin. Enfin, mon éditeur s'est engagé devant témoin demain matin à faire partir vos exemplaires en vous offrant les frais de port. Voilà, donc 20 €. Voilà, et donc si vraiment vous y tenez, vous pouvez aussi évidemment l'acheter à partir de mardi ou mercredi chez Amazon. Et bien voyez, alors je vais finir là-dessus, mais c'est parce que c'est rigolo, parce que c'est le cœur du sujet finalement.
Hervé Lecronier, là, qui est mon éditeur et qui est un ami, évidemment, vous avez compris que dans le rapide portrait que je vous en ai fait, il n'est pas très fan d'Amazon. Voilà. Parce que ça ne correspond pas trop à ses principes. Et en tant qu'éditeur, il a besoin de vivre. Voilà. Et il publie des livres qui sont pas tous des best-sellers, enfin, sauf celui-là qui va en devenir un bientôt, mais l'essentiel de ses ventes, ce qui lui permet de vivre, ce qui lui permet de publier ce genre de livre, pas à perte, de continuer à faire son boulot, vient de chez Amazon. Donc le paradoxe aussi, il est là. C'est-à-dire qu'il y a un point d'équilibre qui est toujours difficile à trouver et que c'est à chacun de faire sa part de colibri. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Puis bien sûr, on peut discuter maintenant et échanger. Alors, sur la première question dans l'ordre, sur la question de l'addiction et le fait que des gens peuvent y trouver du plaisir, c'est une réalité scientifique. C'est-à-dire que on s'est aperçu, parce qu'on a fait passer aux gens des IRM, on leur a mis des casques sur la tête pour mesurer l'activité de leur cerveau, et on s'est aperçu que par exemple, consulter son smartphone, ouvrir ses mails et regarder ses likes Facebook, ça a activé dans le cerveau une zone qui est celle de la récompense et du plaisir. Voilà. Donc il y a, de manière neuronale, une zone du plaisir qui est activée et qui correspond à ce genre d'activité. Qu'on explique, hein, après, pas que de manière neuronale, parce qu'il y a des effets de reconnaissance sociale, on aime bien que les gens nous aiment bien, donc nous parlent, etc. Mais concrètement, dans notre cerveau, la zone du plaisir est activée. Et puis, parce que ça suffit jamais, ces sociétés qui savent ça, elles déploient des ruses, des manières... Il y a à Stanford, une université aux États-Unis où il passe beaucoup des ingénieurs qui développent tous ces sites-là. Le point commun de tous ces ingénieurs, c'est qu'ils ont tous suivi un cours qui a un joli nom, c'est un cours de persuasion technologique. C'est-à-dire on leur apprend, comme on apprend à des prestidigitateurs, à fabriquer des tours de magie numériques, à faire en sorte que vous ayez envie de cliquer là, ou que vous ne puissiez pas quitter facilement une application pour que vous passiez plus de temps à l'intérieur. Donc, il y a cette fabrique aussi technique de l'addiction. Et puis, il y a ensuite ce qui s'appelle aussi de manière assez classique, ce qu'on appelle la FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, qui est une addiction qu'on auto-entretient. Ce qu'on observe, c'est que quand les gens sont déconnectés pendant un certain temps, alors ça dépend évidemment de votre niveau d'addiction préalable, mais quand vous vous déconnectez, vous avez peur d'avoir raté des trucs essentiels, même si vous savez que quand même, globalement, à part votre pote qui a mangé une pizza et vous n'avez pas raté, voilà. Mais quand même, il y a cette peur. Et du coup, quand on s'est aperçu, c'est pour ça que c'est toujours un couple dynamique, quand les ingénieurs de la Silicon Valley se sont aperçus qu'il y avait cette peur de manquer quelque chose, mais qu'elle n'était pas suffisamment puissante pour nous inciter à y retourner, parce que des fois on arrivait à dominer sa peur, ils ont construit des dispositifs technologiques qui nous rappellent qu'il faut avoir peur. Donc quand vous vous reconnectez sur Facebook, on vous dit, est-ce que tu as vu, non pas sur Twitter, est-ce que tu as vu tout ce que tu as raté pendant que tu n'étais pas là? Et donc on vous sélectionne 2-3 tweets qui vous disent, ah ben alors c'est jamais pareil, c'est pas essentiel, mais ça vous rappelle, si vous l'aviez oublié, que vous pouvez rater quelque chose. Voilà. Sur la question de l'échec, alors il y a évidemment des cimetières numériques qui sont très bien remplis, c'est-à-dire que pour un Google, il y a 45, 50, 200 sociétés qui se sont cassées la figure, qui ont essayé de monter un moteur de recherche. Il y a un principe qui est assez simple et assez cynique dans le numérique, dans l'économie du numérique, c'est que le premier rafle la mise. Voilà. Et ça vaut pour tout. Google c'était pas le premier moteur de recherche, c'était le premier moteur de recherche à déployer une manière de classer les pages qui dépendait du nombre de liens qui pointaient vers elle. En gros, moteur de popularité, plus il y a de liens vers une page et plus elle est pertinente. La formule de Google, c'est juste ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais basiquement, c'est ça. Ça a été le premier à faire ça. 2 mois après, puisqu'ils avaient écrit ce fameux article où ils ont expliqué comment ça marchait, hein, et n'importe qui pouvait le refaire, il y a d'autres gens qui ont essayé. Mais ils avaient 2 mois d'avance. Personne n'a pu rattraper ce retard-là. Google s'est mis à faire de la numérisation de livres. Vous avez entendu parler de Google Books, projet pharaonique, etc. Là, ce n'est pas une petite PME qui s'est attaquée au problème, c'est Microsoft
qui, 1 an après le démarrage de Google Books, a dit, nous, on va faire pareil. Microsoft, ils ont de la trésorerie, ils ont des moyens, ça va. Au bout de 2 ans, donc ils ont démarré 1 an plus tard, ils ont tenu 2 ans, et au bout de 2 ans, ils ont dit, basta. On ne rattrapera jamais le retard qu'ils ont pris. Amazon, plein de gens ont tenté de concurrencer Amazon. Personne n'y est arrivé. eBay, c'est pareil. Uber, Airbnb, toutes ces sociétés-là ont été les premières à mettre la main, à capter un marché, un service, ou à créer parfois ce marché. Et à partir de là, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est si compliqué aussi, même quand on n'est pas fan de Facebook, de dire « je vais aller ailleurs », parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux qui existent, qui sont plus respectueux de la vie privée, etc. Mais c'est compliqué, parce que si on y va, il faut qu'on amène tous nos potes avec nous. On ne va pas y aller tout seul. Et puis, vous savez bien, le problème, c'est jamais nous, c'est toujours les autres. Donc nous, on veut bien y aller, mais c'est les autres qui ne veulent pas suivre. Donc voilà, il y a cette règle du premier qui rafle la mise. Et puis sur la dernière question, effectivement, sur la capacité de prévoir, eh ben, on nous survend des trucs qui ne marchent pas. Les algorithmes, leur capacité de prédiction, ils sont très forts pour prédire de l'identique. Ils sont nuls pour prédire du différent. C'est-à-dire que si on se comporte demain, après-demain, dans 1 mois, après les élections, comme on s'était comporté pendant les élections passées, personne mieux qu'un algorithme ne sera capable de prévoir ça. Mais si ça change, et là, ça a changé, parce qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus, on ne pouvait pas prévoir qu'il y aurait des frais de costume imprévus, on ne pouvait pas prévoir qu'il y avait des contrats de travail qui se perdraient, ça a changé la donne, et du coup, les algorithmes se sont mis à pédaler. Ils n'avaient plus de quoi nourrir leur système de prévision. Comme ils n'avaient plus de référence stable, si Fillon n'avait pas été empêtré dans cette histoire, oui, les algorithmes prévoyaient qui gagnait, et que, mais il n'y a pas que les algorithmes d'ailleurs, et que ce serait plutôt, ça risquait d'être un duel, effectivement, Fillon-Le Pen, voire Fillon-Mélenchon. Donc il y avait des prédictions qui étaient un petit peu différentes de celles des sondeurs, mais tout est parti en sucette à partir du moment où il y a eu ces affaires et où la prévisibilité, le passé, enfin le présent, l'actualité n'a plus été assez stable pour construire des modèles de prévision pour le futur. C'est un petit peu pareil pour les prévisions météo. Hein. Si vous avez un modèle stable et pas de perturbations fortes, ben vous êtes capable, avec un taux de fiabilité de 80-90%, de prévoir la météo à 3-4 jours. Et puis, il peut y avoir un imprévu. Et là, tout votre système, eh ben, il ne marche plus. Voilà. Alors, dans l'ordre, toujours. Alors, est-ce que l'individu est devenu une marchandise Probablement, mais encore une fois, c'est pas non plus Internet qui a inventé ça. Ce qu'Internet a inventé, par contre, c'est que l'individu est devenu... Moi, j'utilise la formule qui est de dire sur Internet, l'homme est un document comme les autres. C'est-à-dire que toute notre activité, y compris toute notre psyché, est au sens propre documentable. On peut produire des documents. On peut indexer, on peut classer les gens par profil, par centre d'intérêt, etc. Donc, voilà, ce que ça produit, c'est de la documentation et on est traité comme un produit documentaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la question du totalitarisme, de Linky, etc. Alors, pour être franc, Linky, j'ai regardé plein de débats et d'émissions passionnantes. J'ai pas encore réussi à me faire un avis très tranché sur la question. Ce qui est sûr, c'est que une technologie en elle-même est toujours neutre. Le seul truc qui est pas neutre, c'est l'usage qui en est fait. Voilà. Alors, que Linky collecte des données personnelles, ça, c'est acquis. Parce que c'est le principe. C'est fait pour ça et c'est parce que derrière, il y a un service qui est rendu et qui doit être plus efficient, parce que plus on a de données personnelles et mieux normalement le service est adapté, etc. Bon. Après, là où il y a débat, c'est sûr, ces données elles vont où? Ces données elles sont traitées comment? Et prouvez-moi que c'est vraiment efficient et que vous n'allez pas en profiter pour nous gruger et nous faire payer plus alors qu'on devrait payer moins. Donc la question, la seule à poser, mais elle est vitale, c'est la question des contre-pouvoirs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en capacité de débarquer chez Linky, de dire bonjour, je viens, ouvrez-moi la boîte noire, comment ça marche, les données elles sont où, vous les envoyez à qui, vous en avez fait quoi, prouvez-moi par A plus B que c'est dans une logique qui vise à réduire, c'est ça l'argumentaire. Hein, plus on vous connaît, plus on est capable de qualifier votre consommation électrique, et plus vous allez être gagnant et moins vous allez payer. Prouvez-le. Voilà, c'est tout. Il y a une mathématicienne aux États-Unis qui a publié un bouquin là-dessus. Elle dit les algorithmes, c'est des... Alors en français, c'est intraduisible. Elle dit c'est weapons of math destructions. Donc c'est pas des armes de destruction massive, c'est des armes de destruction matheuses ou mathématiques. Il faut toujours, elle dit, il faut toujours qu'il y ait des gens
mais pas à moi, pas à vous, des autorités compétentes qui peuvent débarquer et dire « prouvez-moi que ça marche ». Vous me dites que votre algorithme, pour affecter des crédits, dans les banques, on utilise beaucoup d'algorithmes pour décider de la capacité d'emprunt des gens. Prouvez-moi que cet algorithme ne produit pas de biais. Prouvez-moi que si je suis noir, musulman, que j'ai eu telle ou telle maladie, prouvez-moi qu'il ne va pas y avoir de discrimination dans votre algorithme. Et là, c'est compliqué. Et là, ça revient à poser des bonnes questions parce que on peut, en tout cas, chaque fois qu'on l'a fait, on a prouvé exactement l'inverse. C'est-à-dire, on a prouvé, pas parce que les algorithmes sont méchants, parce qu'ils sont programmés par des gens et qui sont au service d'un objectif. Si l'objectif c'est de rendre service à l'humanité, eh ben, l'algorithme ne va pas fonctionner pareil que si l'objectif c'est de ramener plus d'argent à la banque ou à l'assurance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Simplement, à un moment donné, là où on est un peu perdu et là où c'est compliqué et problématique, c'est que plus personne, parfois même chez ces sociétés elles-mêmes, n'est en capacité d'ouvrir la boîte noire et de dire voilà, ça marche comme ça. Il y a des algorithmes, on le sait, qui sont racistes ou qui produisent des biais racistes. C'est pas parce que l'algorithme lui-même est raciste. C'est parce qu'on l'a programmé en lui donnant des critères qui font que ce racisme, qui parfois latent, il va être systématisé par l'algorithme, augmenté par l'algorithme au final. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours pouvoir ouvrir les boîtes noires. Donc ça, c'était pour la première question. La deuxième question, c'était... Alors, c'était pas une question, mais sur les digital natives, d'abord, ça n'existe pas. Il y a une formule qui n'est pas de moi, mais qui dit... cette idée qu'il y aurait des natifs du numérique qui seraient capables spontanément d'utiliser des ordinateurs et Facebook, c'est débile, puisque nous, enfin, nos parents, c'est la génération de l'automobile, et c'est pas pour autant qu'on est né en sachant conduire. Voilà. Donc la génération d'Internet n'est pas née en sachant utiliser Internet. C'est un outil, ça s'apprend. Et puis sur la question qui était la question des réponses toutes faites et de l'imprévisibilité. Bien sûr, le moyen de lutter contre ce déterminisme algorithmique, c'est de produire de l'aléatoire, de cliquer sur des trucs inattendus, de tricher, de tricher avec l'algorithme comme on triche parfois avec des petits-enfants pour s'amuser quand on est cruel et pervers, ou là, des jeux de société. On leur fait croire que la règle c'est ça, puis en fait on applique une autre règle. Donc blague à part, est-ce qu'on peut tricher avec les algorithmes? À l'époque de Google, ou à l'époque, en tout cas, il y a quelques années en arrière chez Google, on pouvait tricher avec l'algorithme. On savait comment l'algorithme fonctionnait. Donc si on se réunissait tous ensemble là ce soir, on pouvait décider que, par exemple, on allait associer un mot-clé, éventuellement une insulte, à une personnalité politique qu'on n'aimait pas du tout. Et du coup, on allait tous se mettre en même temps à créer, depuis notre site, notre blog, un lien vers la page de cette personnalité. Et le lien, le truc sur lequel on clique, ce serait cette insulte. Et bien, en quelques heures, l'algorithme de Google aurait reconnu ça, il aurait interprété ça, et donc chaque fois que quelqu'un va taper cette insulte, on va le renvoyer vers la page de cette personnalité, parce que c'est ce qui semble pour l'algorithme la caractériser. Donc ceux qui ont fait les frais de ça, c'était George Bush, président des États-Unis à l'époque. Quand on tapait Miserable Failure, qui veut dire en gros lamentable crétin, on tombait sur, en premier résultat sur Google, page officielle de la Maison Blanche avec la bio de George Bush. En France, Nicolas Sarkozy s'est fait piéger avec une requête un petit peu, c'était trou du cul. Quand on tapait trou du cul, en 1, on tombait sur la bio de Sarkozy sur le site de l'Élysée. C'était un peu embêtant. Parce qu'on avait triché avec l'algorithme. Alors, bon, c'est rigolo, voilà. Et quand même, ça ne les a pas trop fait rire, ni Bush, ni Sarkozy. Donc, effectivement, le lendemain, ils ont passé un petit coup de fil à Google et ils ont dit, bon, on arrête. Mais là, chez Google, ils étaient coincés. Parce qu'ils avaient toujours dit, c'est qu'un algorithme qui calcule. Jamais il y a d'intervention humaine. C'est vrai. C'est que l'algorithme qui calcule. Mais du coup, si tu sais comment marche l'algorithme, tu peux le biaiser. Alors là, c'était rigolo, éventuellement, ça dépend du style d'humour qu'on a et de ses opinions politiques. Mais le problème, c'est qu'on peut le biaiser pour plein d'autres choses. Si on veut biaiser, si on est une association un lobby religieux anti-avortement, c'est très facile de biaiser l'algorithme de Google pour faire en sorte qu'il y ait uniquement des sites anti-avortement qui remontent quand quelqu'un tape une requête sur l'IVG. Et il y a eu un projet de loi, et il y a eu des débats là-dessus. Donc Google, c'était la génération des algorithmes compliqués avec lesquels on pouvait encore tricher. Et puis est arrivé Facebook. Tricher avec Facebook, avec l'algorithme de Facebook, c'est pas possible. Alors avec Google non plus, puisque depuis qu'il y a eu ces histoires avec Sarkozy et Bush, ils ont enlevé à la main les pages problématiques. Voilà. Mais
tricher avec Facebook, c'est pas possible. Si moi je m'inscris sur Facebook en disant que je suis noir, homosexuel, que j'ai 70 ans et que je suis d'extrême droite, Facebook me reconnaîtra. C'est-à-dire il saura que je ne suis pas noir, que je ne suis pas homosexuel, que je ne suis pas d'extrême droite et que je n'ai pas 70 ans. Même si j'ai explicitement déclaré ça. C'est-à-dire que mon activité, alors évidemment, si ma vie, si mon but dans la vie c'est de faire croire à Facebook que je suis noir, homosexuel, 70 ans, si je fais ça 24/24, je vais y arriver. Mais si je triche avec l'algorithme, au début, que je lui donne des fausses informations, que j'essaye de casser son système de prévisibilité, et qu'ensuite, par inadvertance, je me comporte normalement, et ben l'algorithme, il me remet à la bonne case au bon endroit. Il est capable de faire ça. Et on l'a vu notamment, parce qu'il y a plein de, c'est pour ça que je cite cet exemple-là, il y a plein de communautés et de minorités, notamment les communautés LGBT, qui, pour des raisons que vous imaginez bien, s'inscrivaient sur Facebook, mais ne pouvaient pas dire je suis lesbien, gay, trans, etc. Et Facebook arrivait à détecter ça, parce que évidemment elles avaient échangé avec un ami trans sur Messenger, donc bizarrement elles voyaient s'afficher des publicités adaptées, etc., etc. Donc on ne peut plus tricher avec ces algorithmes, et donc on ne peut plus casser, c'est plus difficile de casser leur système de prévisibilité, et ça c'est un énorme problème. Mais le seul moyen effectivement, ça reste d'essayer de jouer avec, c'est-à-dire de temps en temps de cliquer sur des trucs auxquels l'algorithme ne s'attend pas. Mais on n'a pas non plus que ça à faire. Donc au bout d'un moment, on se fait choper par la police de la normalité qui nous dit ben non, toi tu vas cliquer là parce que tu es comme ça en fait. Alors, plein de choses, donc dans l'ordre toujours. Sur le fait qu'il y ait des bonnes choses sur Internet, et, enfin sur le web, bien sûr, et effectivement, juste sur l'exemple de Google Books, par exemple, cette idée qu'une société cotée en bourse, elle était déjà à l'époque, qui brasse des milliards, qui a des actionnaires, devant lesquels quand même elle doit répondre à un certain nombre de choses, se mettent d'un coup à investir dans une danseuse, cette idée de numériser, d'aller voir des bibliothèques et de dire la numérisation ça coûte cher, vous avez des textes formidables que personne ne peut consulter sauf en venant chez vous, donc nous on arrive, on installe tout, ça vous coûte pas un centime, on fait le boulot, vous nous dites ce que vous voulez qu'on numérise, c'est vous qui êtes bibliothécaire, c'est pas nous qui choisissons, on prend tout, on assume tous les coûts, on numérise et on met tout ça en accès libre et gratuit sur Google. Comment ne pas trouver cette idée formidable? Et cette idée est réellement formidable. Elle l'a été et elle le reste encore. Le problème, c'est que derrière, il y a eu des coups de canif dans le contrat, et que ces coups de canif, ils ne sont pas insignifiants. Google, quand il est allé voir les bibliothèques, leur avait dit on numérise tout gratos et on vous rend une copie pour que vous puissiez, nous on met une copie sur Google et on vous donne une copie pour que vous puissiez la mettre sur votre bibliothèque pour vos étudiants qui ne sont pas tous obligés d'aller sur Google. Ben, premier coup de canif, ils leur ont rendu une copie. Mais c'était une copie qui, alors sans rentrer dans le détail technique, sur Google, c'est numérisé en mode texte. Vous pouvez taper un mot-clé, chercher dans les bouquins. La copie qu'ils ont rendue aux bibliothèques, c'était numérisé, mais en mode image. Donc on ne pouvait pas chercher à l'intérieur. Hein, c'est plus embêtant. La copie qu'ils ont rendue aux bibliothèques, ils leur ont rendue, mais ils leur ont dit, bon, on va quand même vous mettre une petite clause. Il ne faut pas, pendant une petite exclusivité, allez, 20 ans, pendant laquelle vous ne pouvez pas diffuser votre copie à un large public. Demandez à un juriste, un large public, il ne sait pas ce que c'est. Hein. Et donc les bibliothèques se sont retrouvées coincées. Parce qu'évidemment, elles ne pouvaient pas dire non. Elles ne pouvaient pas dire non parce que c'est leur métier de rendre la connaissance accessible et qu'elles savaient que Google allait le faire. Elles ne pouvaient pas dire non parce qu'elles auraient adoré avoir les sous de la puissance publique qui leur auraient permis de faire ça, mais elles savaient qu'elles ne les auraient jamais. Donc comment vous négociez dans ces cas-là? Vous ne négociez pas, vous y allez. Et vous acceptez les coups de canif. Alors le premier coup de canif, c'était ça. Le deuxième, c'était de dire, vous verrez, il n'y aura jamais de publicité sur les livres. Parce qu'on ne vend pas des livres comme on vend des boîtes de cassoulet. Bon, ben, un an après, il y avait de la pub. Pas dans les livres. À côté. Voilà. Bon. Et puis, demain, il y en aura peut-être dedans. Donc il y a tous ces coups de canif. Et il n'en reste pas moins qu'au final, il y a Google Books et qu'il y a des trésors qui ne sont que dans Google Books. Il y a YouTube. Sur YouTube, on peut penser ce qu'on veut de YouTube. Il y a des trésors patrimoniaux. Il y a un type qui s'appelle je ne sais plus comment, qui, au début des années 70, a fait le tour de tous les États du Sud des États-Unis et qui a enregistré les derniers vieux bluesmen, esclaves sur leur guitare.
Il a filmé tout ça, il y a des centaines d'heures de documentaires, c'est que sur YouTube. C'est que sur YouTube. Il n'y a pas un musée où il y a ça, il n'y a pas une archive publique où il y a ça, c'est que sur YouTube. Si YouTube ferme un jour, on va perdre plein de vidéos de mariage dont on n'a rien à secouer. Mais on va perdre ça aussi. Voilà. Et ça pose un vrai souci. Quelle est la garantie? Quelle est la garantie qu'on est en droit de demander à Google sur le fait que ce qui a été gratuit un jour le restera toujours? On ne peut pas demander ça à une boîte privée, et c'est pas parce qu'elle est méchante, c'est parce que c'est une boîte privée, qu'elle doit gagner des sous. Si demain le conseil d'administration de Google lui dit « Écoute, les gars, vous êtes mignons avec Google Books, mais ça ne nous rapporte rien, ça nous coûte un bras, et voilà, donc on ferme », bon, on ferme. Les bibliothèques, elles n'ont pas une copie de tout. Hein. Et les copies qu'elles ont, elles ne sont pas toujours exploitables. Comment on fait? Donc on a reperdu... voilà. Donc ça, c'est compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut toujours raisonner en termes d'aller-retour public, privé, etc. Alors après, il y avait une question sur... on rappelle de la devise de Google. La devise de Google, c'est bien fait de faire la remarque, c'est plus, justement, « Don't be evil ». C'est plus ça, depuis qu'ils ont changé de nom et qu'ils se sont restructurés en société qui s'appelle maintenant Alphabet, dans laquelle il y a une filiale qui s'appelle Google. Leur devise, ce jour-là, c'est devenu « Do the right thing ». Faites le bon choix, la bonne chose. Voilà. Ça aussi, c'est jamais neutre, hein, puisqu'on parlait des mots. Le fait de changer sa devise pour dire ne faites jamais le mal, débrouillez-vous, quoi. Faites du mieux que vous pouvez. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà. C'est pas neutre, et c'est tombé justement à une époque où Google était très attaqué sur la question des réponses qu'on appelle des réponses stéréotypiques. Le fait qu'il nous propose que, et ça c'est un vrai souci, Google, en fait, c'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur de réponse. Le métier de Google, c'est de trouver une réponse à tout. Et ce qui est sidérant, c'est que sur les milliards de questions qui sont posées à Google, tous les jours, le pourcentage de questions nouvelles se réduit d'année en année. Parce que la plupart des questions qu'on pose à Google, elles lui ont déjà été posées. C'est qu'il y a une pharmacie ouverte, c'est quoi l'âge de Brigitte Macron, etc., etc. Ça, voilà. Donc ça, il ne va même pas chercher... Il ne va même pas chercher la réponse, il la connaît déjà, il vous l'affiche. D'année en année, aujourd'hui, il n'y a plus que, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois que c'est 12% de questions nouvelles qui sont posées chaque année à Google. L'année dernière, c'était 20%. Ça veut dire que si on se projette, en termes mathématiques, enfin comme ça plus exactement, d'ici 4-5 ans, il n'y aura plus que 1% de questions nouvelles qui seront posées à Google. Tout le reste, il aura déjà la réponse. Alors qu'est-ce qu'il va faire de ces réponses? Et là, c'est un autre sujet. Il y a eu un débat récemment qui est assez exemplaire pour ceux dont on parle. Quand on pose à Google la question « Est-ce que l'Holocauste a vraiment existé ?», tous les sites qui remontent sont tous des sites négationnistes. Tous, sur la première page de Google. Sachant que personne ne va jamais sur la deuxième page de Google. La blague dans le milieu des gens qui bossent sur le référencement, c'est de dire le meilleur endroit pour cacher un corps sur Internet, c'est la deuxième page de Google, parce que personne ne clique jamais sur la deuxième page. Voilà. Ça, au moins. Donc, est-ce que l'Holocauste a vraiment existé? Sur la première page, il n'y a que des sites négationnistes. Certains qui se présentent comme tels, qui ne sont pas très compliqués à démasquer, pour quelqu'un qui sait ce que c'est que le négationnisme, d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est la faute de Google? Ou pourquoi est-ce que Google ne propose ça et est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est la faute de Google? Oui. Parce que, étant donné ce qu'est Google aujourd'hui, étant donné sa puissance dans le domaine éducatif, puisqu'on en parlait, etc., c'est pas normal qu'il n'allume pas une lumière rouge dans la tête de l'utilisateur. Dans une bibliothèque, on a le droit de proposer Mein Kampf à la lecture, on a le droit. Parce que si on veut comprendre la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que Mein Kampf existe, et éventuellement, oui, il faut être capable de le lire. Voilà. Mais simplement, on ne range pas ça dans les ouvrages historiques. On range ça dans les ouvrages d'idéologie, et on vous explique. Alors pourquoi Google y répond ça? Il y a deux hypothèses. Pourquoi il met que des sites négationnistes? Soit on peut se dire c'est parce que la majorité des gens sont des néo-nazis en puissance, ou des négationnistes en puissance, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si Google répond ça, c'est parce qu'il ne peut pas répondre à autre chose. Les seuls endroits dans Google, enfin sur Internet, sur le web, les seuls endroits où on discute du fait de savoir si l'Holocauste a existé ou pas, c'est des sites, des forums néo-nazis, négationnistes, révisionnistes. Il n'y a que là qu'on pose la question. Au mémorial de la Shoah, ils ne se retrouvent pas le matin en disant est-ce que l'Holocauste a vraiment existé? Ils le savent. Donc Google, dont l'algorithme est fabriqué pour ramener ce qui est populaire,
Ben, les réponses les plus populaires à la question « Est-ce que l'Holocauste a vraiment existé ?» c'est non, puisqu'il n'y a que les sites négationnistes qui se posent cette question-là. Et du coup, comment on fait au niveau éducatif? Parce qu'il y a des enfants qui posent cette question à Google. Moi, j'ai fait le test avec différentes classes d'âge, un test tout à fait empirique à la maison avec mes enfants et des copains qui n'avaient rien demandé, qui étaient là. Les seuls qui peuvent, parce que la Seconde Guerre mondiale, on commence à réfléchir à tout ça, là c'était les élections, il y avait Marine Le Pen, tout ça, donc dès 6, 7 ans, 8 ans, on commence à réfléchir à ça. On entend parler de ça pour la première fois. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va demander à Google. Alors les seuls qui s'en sont tirés, en fait, c'est ceux qui ont posé la question avec le mot négationnisme. Si on dit à Google, c'est quoi le négationnisme? C'est quoi le révisionnisme? Ben là, Google fait son boulot entre guillemets, d'encyclopédie du web, c'est-à-dire il vous amène sur des ressources passionnantes, fabriquées par des historiens, auxquels on n'aurait jamais eu accès avant, des documentaires adaptés, des vidéos YouTube de 2 minutes super pédagogiques, très bien, parce qu'on a posé la bonne question. Pourquoi on a posé la bonne question? Parce qu'on a peut-être des parents, plutôt a priori, j'espère, et j'ai envie de dire des profs, qui nous ont donné ce vocabulaire-là. La clé, c'est la langue. Si on n'a pas la clé du vocabulaire, Google, il va... De la même manière que Facebook, si on est de droite, nous amènera à être d'extrême droite, et réciproquement, si on n'a pas le bon mot-clé, la bonne manière de poser la question, si on n'a pas le bagage linguistique, eh ben on se fait voler notre savoir, nos connaissances, notre histoire et notre mémoire par ces sites, pas parce qu'ils sont méchants. Parce que derrière, à part cette idéologie dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'a pas besoin de l'État, il n'y a pas d'autre idéologie que la popularité pour Google, la viralité pour Facebook. Facebook, si vous posez la question, il va vous mettre les pages les plus likées, ou les plus partagées. Les pages les plus likées sur la négation de l'Holocauste, ben, c'est des pages négationnistes. Voilà. Et puis après, on a un problème de territorialité. Si vous tapez nazi sur Google en France, en premier résultat, vous avez Wikipédia. En deuxième résultat, vous avez des sites de mémorial de la Shoah. Si vous tapez nazi sur Google en Allemagne, même chose. Si vous tapez nazi sur Google aux États-Unis, sur google.com, le premier résultat, c'est le site du parti nazi américain. Et c'est normal, parce que là-bas, le parti nazi est un parti légal. Voilà. Donc Google, il y a des biais algorithmiques, mais il y a aussi des biais, entre guillemets, culturels. Sur eBay, aux États-Unis, vous pouvez acheter des habits de SS si ça vous chante. Vous pouvez acheter des armes à feu. En France, c'est interdit. Voilà. Donc c'est compliqué parce qu'on est sur des sites où il y a... C'est du numérique quand même, donc les gens ils sont pas couillons. Si vraiment ils ont envie d'acheter des armes, ils installent un machin et puis ils vont se connecter sur eBay aux États-Unis. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir de loi mondiale de l'Internet qui dit partout dans le monde il faut penser comme ça, c'est interdit d'acheter des armes. Enfin, interdit d'acheter des armes. On peut espérer que oui, mais c'est compliqué. Et donc la responsabilité, elle n'est pas que non plus du côté de ces sociétés. Voilà. C'est aussi au législateur dans son ensemble de faire avancer les choses et à la société de réfléchir à tout ça. Donc l'algorithme sera le même suivant le... Alors, est-ce que l'algorithme est le même aux États-Unis qu'en France? L'algorithme est le même. Ce qui change, en fait, c'est la base de données qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, Google, en fait, c'est une fenêtre, une couche où il y a la petite zone blanche où on tape des mots-clés à l'intérieur. Et derrière, si on est sur google.fr, cette question, elle va être posée aux, je ne sais pas combien il y en a, 100 milliards de pages qui composent la base de données Google France. Si on est américain, la question est posée aux 100 milliards de pages qui... Voilà. Et dans ces 100 milliards de pages aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes qu'en France. Et il y a beaucoup plus de contenu nazi, etc., etc. Alors, Quant, pardon. Donc, Quant, c'est un moteur de recherche qui est développé... Alors, au début... Bon, bref, je fais court. Au début, en fait, c'était juste le nom Quant, et derrière, c'était la technologie de recherche de Microsoft, pour faire simple, du moteur de Microsoft qui s'appelle Bing, qui n'est pas très bonne. Voilà. Par rapport à Google. Puisque l'autre avantage de Google, quand même, c'est que, de manière rationnelle et objective, c'est celui qui a la meilleure technologie de recherche et celui qui a la plus grande base de données, en tout cas la mieux structurée derrière. Donc Quant est monté en puissance, ils ont abandonné la technologie de recherche de Microsoft, ils ont développé leur propre algorithme en quelque sorte, leur propre technologie. Et ils sont pas trop mauvais. Alors après, ça dépend de l'usage. Pour des usages un petit peu avancés, si on veut être honnête, pour des gens qui font des recherches un petit peu approfondies, qui sont déjà des spécialistes d'une question, Quant ne va rien leur apporter. C'est-à-dire qu'il y a moins de pages indexées, pour l'instant. Il y a une technologie qui, pour l'instant,
qualitativement est un petit peu inférieure à celle de Google en termes d'algorithmie, mais en même temps, ils ont énormément progressé. Et puis j'ai envie de dire surtout, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'il y ait un plan B. Que ce plan B il soit un peu foireux, un peu moins bon, un peu ceci, un peu cela. Voilà. Et puis on sait, a priori, que Quant ne sera jamais... Enfin moi, je suis plutôt du côté de ceux qui pensent que Quant n'arrivera jamais à remplacer Google. Mais je suis aussi de ceux qui pensent que, de ceux qui ont connu l'époque d'AltaVista, moteur de recherche avant Google, où tout le monde vous expliquait doctement, comme je le fais ce soir, que jamais personne n'arriverait à remplacer AltaVista parce que c'était ce qu'il y avait de mieux. Et simplement, il y a une idée à laquelle on n'avait pas pensé. C'est qu'il y avait une autre manière de calculer la pertinence des pages, cette foutue popularité. Un truc tout bête, hein, parce que vraiment l'idée de Google, tout le monde peut l'avoir ici. Hein. Une page est populaire, plus il y a de liens qui pointent vers elle. Un lien, un vote. On compte les votes et on a un système de classement de pages révolutionnaire. Google, c'est ça. Ils ont inventé ça, après ils l'ont amélioré, ça a été les premiers, ils en ont bénéficié. Personne ne peut les dépasser là-dessus. Mais peut-être que demain, quelqu'un va avoir une autre idée qui va faire que cette idée-là, elle sera devenue caduque. Voilà. On ne pensait pas que les réseaux sociaux allaient exister. On pensait que le combat d'avenir, dans les débuts des années 2000, ça se ferait entre Google et un autre moteur de recherche. Et puis on a vu débarquer Facebook en 2004, et très vite tout le monde a compris que l'avenir, la puissance, c'était du côté des réseaux sociaux plus que des moteurs de recherche que ça allait se jouer. Donc voilà, et j'ai oublié là, et donc l'autre question, c'est l'impôt. Le numérique, c'est a priori un non-territoire. Il n'y a pas de frontières dans le numérique. Et pourtant, on a tous vu un truc qui est super énervant. Vous cherchez à voir une vidéo légale, hein, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas un bandit. Et puis, si vous êtes sur YouTube en France, eh ben, vous avez le petit message avec la neige là qui vous dit cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays. On ne vous dit pas pour des raisons de droit, on vous dit cette vidéo n'est pas disponible dans votre pays. Bon. Le lendemain, vous prenez le train, vous allez faire un séjour en Belgique, hop, vous lancez la même vidéo, ça marche. Donc il y a des gens, la nuit, pendant qu'on dormait, ils ont collé des frontières sur Internet. Alors ils ont fait ça parce que, évidemment, s'il n'y a pas de frontières, pourquoi ils voulaient, leur business ne supportait pas l'absence de frontières. Si tout le monde d'un coup peut tout voir, indépendamment du pays, de la localisation de ce qu'il a payé, on ne peut plus faire de business. Donc il faut remettre des frontières. On explique que c'est pour le droit d'auteur, que c'est pour ceci, pour cela. Il faut juste remettre des frontières parce que ça permet de vendre plus de choses à plus de gens. C'est aussi simple que ça. Et à côté de ça, quand il s'agit de faire du marketing, on dit on est un outil universel, on n'a pas de frontières. Mark Zuckerberg il vous explique que sur Facebook, il y a des Pakistanais, des Turcs, des musulmans, des chrétiens, des ce que vous voulez, etc. Voilà, pas de frontières. La grande communauté humaine. Et puis quand il s'agit de payer des impôts, hop, là, la frontière, c'est l'Irlande. C'est même Dublin, même le quartier nord de Dublin, 22 rue, je sais plus quoi, qui est le siège social de Facebook Irlande. Parce qu'ils sont domiciliés là et parce que c'est là où l'impôt sur les sociétés est le plus insignifiant. Voilà. Donc la territorialité, c'est un outil avec lequel ces sociétés jouent et qui est très compliqué parce que il y a un truc qui est très rattaché à la notion de territoire, c'est la loi. La territorialité de la loi, ça c'est un truc qu'on ne peut pas trop négocier avec. Aux États-Unis, c'est permis d'acheter une arme à feu, en France, c'est interdit. Et donc quand il faut prendre des décisions sur la pornographie, la violence, la nudité, les vidéos plus ou moins terroristes, on se réfère à la loi de quel pays? Ou alors il faut être clair, hein. Il faut dire, vous vous inscrivez pas sur Facebook, vous vous inscrivez sur Facebook France. Ou si vous êtes espagnol, sur Facebook Espagne. Peut-être que ça sera ça demain. Peut-être que demain, ils en parlent déjà, hein. Il y aura un Facebook musulman. Il y a bien des sites de rencontres que pour les musulmans, que pour les chrétiens, que pour les gens de droite, de gauche, etc. Il y aura ça demain, probablement. Aujourd'hui, Facebook et Google réfléchissent à un Google et un Facebook pour les enfants. Donc Google, ça s'appelle Google for Kids. Facebook, ils sont en train de bosser avec Disney pour développer un outil qui va être Facebook for Kids. Parce que l'âge légal, qu'a décidé FEDER, c'est 13 ans. L'âge vrai, la première inscription sur Facebook, en moyenne en France, c'est 9 ans ou 10 ans. Ou 11 ans, c'est l'entrée en 6e. En fin du CM2, début 6e, la plupart des jeunes qui normalement ne devraient pas être sur Facebook, ont un compte Facebook, avec l'assentiment de leurs parents, bien sûr. Mais moi, le premier, hein, je donne des leçons à personne. Hein. Donc, je sais plus ce que je disais. Voilà, il y aura des Facebook, il y aura un Facebook pour les enfants, parce que Facebook, ça, ils peuvent plus trop progresser en termes de marché. La Chine, ils ont essayé d'y aller, bon, on leur a dit...
Il faut tellement censurer de choses et tellement dénoncer de gens aux autorités qu'ils ont dit quand même ça va se voir, on va pas trop y aller. Parce que sinon notre image va en prendre un coup. Mais voilà. Dans l'ordre, toujours sur les amendes, effectivement, et sur les pouvoirs de sanction, le problème c'est que il n'y a pas de gendarme de l'Internet mondial, et j'ai presque envie de dire d'un certain côté c'est tant mieux. Pour le web, c'est bien qu'il n'y ait pas de gendarme. Pour les plateformes privées, pour ces jardins fermés du web, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de contrôle de police de l'État. Voilà. Sur les amendes, la CNIL fait un boulot remarquable sur la question des données personnelles. En France, on a un machin qui s'appelle le Conseil national du numérique, qui fait sur plein de questions, là, il y a eu le débat sur le fichier TES, là, où on collectait tous nos numéros, carte d'identité, adresse, etc. Sur ces questions-là, sur l'intelligence artificielle, le Conseil national du numérique produit des rapports qui sont remarquables. Et quand je dis remarquables, c'est-à-dire que dans d'autres pays européens, parce que je connais quelques-uns des gens qui siègent au Conseil national du numérique, on leur dit, mais nous, on adorerait avoir des gens qui, comme vous, font que réfléchir et proposer des solutions. Voilà. Personne, enfin en termes de décision politique, personne n'écoute ce que disent ces gens-là. Ou plus exactement, on les écoute, puisqu'ils font des rapports, on les lit, on dit qu'on les a aimés, et on fait exactement l'inverse. La CNIL, c'est pareil. La CNIL n'a pas officiellement de pouvoir de sanction, autre que, effectivement, 150 000 €. Bon, pour Facebook, c'est rien du tout. Quelqu'un a chiffré, je crois que c'est 2 secondes d'activité sur Facebook en France. Autant vous dire que... voilà, donc est-ce qu'il faut un gendarme? Est-ce qu'il faut plus de sanctions? Oui. Est-ce qu'il faut que tout ça se passe toujours dans un cadre démocratique juste et encadré par des décisions de justice, même si c'est plus long, même si c'est plus compliqué? Oui aussi, parce que sinon c'est n'importe quoi. Et en même temps, on ne résoudra pas tout et on ne résoudra pas grand-chose en augmentant les amendes, quoi, parce qu'augmenter, je prends un exemple trivial, hein, mais augmenter les amendes pour le stationnement gênant, ça ne fait pas diminuer les gens qui se garent n'importe comment. Augmenter les amendes pour les excès de vitesse, ça n'a jamais permis de diminuer le nombre de morts sur les routes. Donc c'est pas non plus qu'en augmentant les amendes qu'on va résoudre tous les problèmes. Mais il faut qu'il y ait un petit peu plus d'amendes. Sur les modèles alternatifs de citoyenneté, bien sûr, la première question, c'est l'éducation à la citoyenneté. Effectivement. Et ça, c'est le boulot des éducateurs, des parents, des profs. Et puis, sur le risque d'aggraver la fracture avec des pays en voie de développement, alors ce risque-là, il est aussi très fort. Et il est d'autant plus fort et dangereux démocratiquement que les seuls marchés qui restent à conquérir pour ces sociétés-là, toutes, hein, Facebook, ils ont 2 milliards d'utilisateurs. Et tous les briefings du lundi matin chez Facebook, j'y suis pas, mais on sait que c'est comment on fait pour avoir le prochain milliard. Alors, le seul truc qui nous intéresse, c'est le prochain milliard d'utilisateurs. C'est le jour où on va franchir la barre des 3 milliards. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 3 milliards, on est 7 milliards sur la planète. Il y a 3 milliards de gens qui ont accès à Internet. Il y en a 2 milliards qui ont un compte Facebook. Voilà. L'enjeu, c'est qu'on soit plus 3 milliards, mais 7 milliards à avoir accès à Internet. Enfin, on va enlever les enfants, donc il y aura 5 milliards. Et ce sera très bien. Le problème, c'est que dans ces pays-là, pour différentes raisons, géopolitiques, économiques, ce n'est pas les gouvernements qui vont s'occuper d'installer Internet aux gens. Donc Facebook y va. Alors il y a des pays, la Chine, politique, la Russie, où on leur dit, voilà, si tu viens chez nous, le marché il est à toi, ok, le marché chinois c'est le plus gros marché de la planète, il n'y a pas photo, mais par contre, il y a un contrat à signer. Tu dénonces les opposants politiques et tu censures un certain nombre de pages web. Il y a des gens qui l'ont fait, Microsoft l'a fait, Yahoo l'a fait. Ils se sont fait taper sur les doigts. Il y a des gens qui ont été en prison ou qui ont été tués suite à des dénonciations, entre guillemets, de Yahoo, par contrat avec le gouvernement chinois. Donc il y a des raisons politiques et après il y a des raisons économiques. Facebook a décidé récemment de s'employer, alors de se déployer en Inde. Ils sont allés voir en Inde et ils ont dit voilà, vous n'avez pas Internet. Donc le choix c'est vous restez avec pas du tout d'Internet ou avec un Internet à la Facebook, c'est-à-dire on vous donne un téléphone portable qu'on fabrique, nous, Facebook. Sur ce téléphone portable, enfin bon, qu'on ne fabrique pas mais qu'on fait fabriquer par quelqu'un, sur ce téléphone portable on installe une application, c'est l'application Facebook. Et dans cette application Facebook, on liste
Alors au début, ils ont fait ça l'année dernière, 50 sites web, pas 10, 100, pas 1 milliard, 50 sites web. Ce sera votre accès à Internet. Alors vous pouvez râler et dire c'est nul. Le web, c'est pas 50 sites web choisis par Facebook, consultables uniquement depuis l'application Facebook. Mais quand vous avez faim, ben, c'est mieux d'avoir une vieille croûte de pain rassis que pas à manger du tout. Hein. Donc la problématique est exactement celle-là. C'est-à-dire, dans tous ces pays qui sont les prochains marchés porteurs de l'économie du numérique, où les gens ont faim, et où les États sont déficients, et pour des raisons voilà, compliquées, géopolitiques, etc., ces sociétés-là, effectivement, sont à l'affût. Et parfois pour de bonnes raisons. Google, ils ont des projets un peu dingo avec des ballons sondes, Facebook aussi, donc des espèces de ballons météo qu'on déploie dans des territoires où on ne peut pas effectivement tirer du câble et brancher une prise Ethernet. Bon, il n'y a que Facebook et que Google qui peuvent faire ça. En termes de recherche et développement, parce que la puissance publique, elle ne réfléchit plus à ça. En termes de financement et de déploiement, ça coûte un bras, voire deux, plus les jambes. Donc on est un peu coincé, parce qu'il y a, là, pour le coup, il n'y a pas de plan B. Et si demain, à l'échelle d'un pays comme l'Inde, c'est Facebook qui décide de ce que toute la population peut voir, et des sites web autorisés, ça pose d'énormes problèmes, effectivement.